Salut, je suis Tenchi, voici mon résumé de l'anime Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse. Si vous aimez mes résumés, veuillez envisager de liker la vidéo. L'histoire commence lorsqu'un garçon nommé Percival demande à son grand-père, un géant, de l'aider à abattre un oiseau rare. Percival manque de tomber d'une montagne, mais comme c'est notre protagoniste, il survit. Le grand-père de ce garçon a du mal à tenir sur son siège, mais ils parviennent tout de même à déguster l'oiseau pour le déjeuner. Cependant, nous voyons que l'oiseau a une étrange marque. Les deux font ensuite un petit match d'entraînement, et Percival montre quelques mouvements impressionnants. Il est déterminé à battre la montagne géante de muscles, mais il n'a aucune chance. Percival est frustré, mais son grand-père dit qu'il l'a presque eu et son attitude change complètement. Le vieux grand-père lave la vaisselle dans le lac et pense à quel point Percival a grandi. Il se précipite chez lui pour rappeler à Percival son anniversaire demain, mais Percival est occupé à arroser les plantes. Percival va avoir 16 ans et il est juste excité à l'idée de pouvoir boire de la bière. Mais le vieux grand-père dit que c'est encore trop tôt. Grand-père emmène Percival au sommet d'une montagne pour lui montrer le monde, et il est sûr que Percival est prêt à voyager autour du monde. Il est choqué cependant lorsque Percival ne montre aucun intérêt pour le voyage, et il dit que c'est parce qu'il s'amuse tous les jours simplement en étant à la maison. Grand-père essaie de l'encourager en pointant vers une île de gens du ciel. Le grand-grand-père espère que cela inspirera Percival, mais ce n'est pas le cas. Il explique que le monde en dessous de là où ils vivent est rempli d'aventures palpitantes et de mystères. Il y a des tours sinueuses où habitent des magiciens excentriques, de grandes grottes avec des ouvertures menant au monde souterrain et des forêts labyrinthiques dont personne ne peut jamais s'échapper s'il s'y perd. Grand-père espère que Percival est au moins un peu excité, mais est choqué lorsque Percival ne s'intéresse qu'à attraper des poissons du ciel avec son grand-père. Cette nuit-là, le vieux grand-père explique que le père de Percival n'a pas pu attendre de quitter la maison à 16 ans, mais Percival souligne rapidement que son père n'est plus en vie. Il se demande si Percival se sent seul là-bas, mais il ne l'est pas car il vit avec sa personne préférée, son grand-père. Percival répète alors un dicton que son grand-père dit toujours quand il est ivre, vaincre le mal et aider les faibles. Percival promet de protéger son grand-père, mais le vieux grand-père dit qu'il n'est pas si sénile qu'il ait besoin d'être protégé. Pendant que grand-père dort, Percival sort et pense à toutes les aventures dont son grand-père a parlé. On voit que Percival est en fait tellement excité par l'aventure qu'il peut à peine rester en place. Cependant, il se calme en disant qu'il est bien là parce qu'il a son grand-père. Il se réveille après s'être endormi dehors et est choqué de voir quelqu'un de mystérieux s'approcher. L'homme est venu parce que le signal de son oiseau s'est arrêté là. Il dit à Percival qu'il cherche un homme nommé Varghese et il se trouve que c'est son grand-père. Cet homme est un vieil ami de l'époque où ils étaient chevaliers sacrés. Alors Percival lui indique la direction de leur maison. Cet homme laisse Percival examiner son bateau, mais pense à quel point Varghese a été cruel d'élever un enfant tout en cachant la vérité. Percival est déçu de ne pas pouvoir faire bouger le bateau, mais commence à penser que le type était assez louche. Il a un mauvais pressentiment, alors il commence à rentrer chez lui. L'homme attire l'attention de grand-père, mais Varghese doit immédiatement se défendre contre l'attaque insensée de l'homme qui l'envoie voler à travers la maison. L'homme souligne que cela fait 16 ans que Varghese a trahi leur maître et s'est enfui. Varghese engage rapidement le combat avec cet homme et l'accuse d'être le traître. Cependant, cet homme est incroyablement puissant et porte une attaque dévastatrice. Percival arrive au pire moment possible et exige de savoir ce que l'homme vient de faire à son grand-père. Ce type est vraiment maléfique car il dit à Percival de simplement attendre son tour. Percival n'écoute pas un seul mot et essaie immédiatement de l'attaquer. Cela ne sert à rien, car le gars peut déclencher une attaque immense avec juste le moindre mouvement de son doigt, et il dit à Percival qu'il n'a aucune discipline. Grand-père profite de ce moment pour s'accrocher à l'homme, et il dit à Percival de s'enfuir. Percival refuse de le laisser là, mais l'homme lui dit de ne pas s'inquiéter, car aucun d'eux ne s'échappera. Avec le moindre mouvement, cet homme inflige plusieurs trous dévastateurs à Varghese et utilise son attaque croisée sur Percival ensuite. Percival fait de son mieux pour riposter, mais c'est sans espoir. Ce type s'appelle Ironseed et Varghese se demande pourquoi il ne l'a attaqué que maintenant. Ironseed explique qu'il y a quelques jours, une prophétie inquiétante a été faite, l'arrivée d'une existence qui mènera leur seigneur, le roi Arthur, à sa perte. Ils sont nommés les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Leurs identités sont inconnues, mais ils ne peuvent pas affirmer avec certitude que Varghese n'est pas l'un de ces 4 chevaliers. L'homme s'en va et Varghese s'excuse auprès de Percival. Percival est en larmes et s'excuse à son tour de ne pas avoir pu le protéger. Varghese veut que Percival trouve quelqu'un qui mérite vraiment d'être protégé. Il veut qu'il fasse confiance à son cœur et trouve quelqu'un d'important avec qui il peut traverser la vie. Percival pense qu'il est puni pour avoir menti, car la vérité est qu'il voulait vraiment partir à l'aventure. Grand-père dit qu'il a menti aussi, car il était en fait content quand Percival a dit qu'il n'était pas seul parce qu'ils savaient l'un l'autre. Varghese s'effondre,
Mais il est étonné de voir que Percival semble aller bien après avoir subi tant de dégâts. Varghese révèle alors avec stupeur que l'homme qui vient de les attaquer est le père de Percival. On a toujours dit à Percival que son père était décédé quand il était jeune. Il pense que grand-père ment maintenant, car il ne peut pas croire que son père leur ferait quelque chose d'aussi horrible. Grand-père n'a pas le temps d'expliquer et dit à Percival qu'il devra retrouver son père s'il veut des réponses. Il dit à Percival de commencer son voyage, mais Percival ne veut pas que son grand-père s'en aille. Grand-père lui dit qu'ils seront ensemble pour toujours à partir de maintenant, et il souhaite bonne chance à son précieux petit-fils. Varghese décède et Percival hurle de douleur. Percival enterre son grand-père et commence à apprendre à vivre seul. Malheureusement, Percival finit par trouver un cadeau que son grand-père lui a laissé pour l'aider dans son voyage, et il serre les vêtements contre lui. Percival s'habille et dit au revoir à son grand-père. Le voyage de Percival commence un peu lentement, mais il est bientôt en route. Quelque temps plus tard, Percival a passé toute une journée à descendre la montagne où il vivait, mais il ne peut toujours pas voir en dessous des nuages. Il grimperait pendant plusieurs heures encore et célèbre lorsqu'il est presque arrivé en Britannia, mais tombe instantanément. Heureusement, il est sauvé par un oiseau de roche, alors il promet de ne plus jamais en manger. Mais la chose le jette quand même, alors Percival promet d'en manger à nouveau un jour. Percival atterrit brutalement et voit un animal qu'il n'a jamais vu auparavant. Percival explique à la petite créature qu'il est descendu de la montagne appelé le doigt de Dieu, et cela lui a pris 2 jours. Le grand-père de Percival lui avait parlé de choses appelées villages et villes avec beaucoup de gens, alors il a demandé à la petite créature si elle pouvait l'y emmener. La chose ne semble pas comprendre, mais Percival la suit quand même car il se sent seul. Juste à ce moment-là, Percival aperçoit un groupe pratiquant une sorte de spectacle. Leur chef, nommé Katz, commence le spectacle, suivi de Miss Elva et de son petit singe. Leur numéro vedette est un gars nommé Danny, mais il n'est pas intéressé à se produire sans public. Juste à ce moment-là, ils sont choqués car Percival applaudit vigoureusement. Il est émerveillé par leur performance et les supplie de la refaire. Danny essaie d'intimider Percival pour qu'il paie pour le spectacle, mais Percival n'a jamais entendu parler du concept de payer pour des choses. Danny le convainc de donner toutes ses affaires comme paiement à la place et commence sa performance en faisant flotter Percival. Bien sûr, Percival est stupéfait, mais Danny est en fait un peu un crétin car il force ses 2 amis à s'enfuir avec lui. Danny dit qu'il est juste en train d'apprendre au gamin comment fonctionne le monde, mais Elva ne veut pas laisser le pauvre gamin puisqu'il semble être tout seul. Danny pense qu'ils sont allés trop loin pour faire demi-tour maintenant, mais tout le monde est choqué lorsque Percival les rattrape instantanément. Percival n'est pas du tout contrarié et il se demande simplement s'ils savent où il peut trouver Ironseed. Il se demande si Ironseed est un ami à lui, mais Percival souligne rapidement qu'Ironseed est son père qui a mis fin à la vie de son grand-père. Percival n'est même pas sûr de chercher à se venger, mais il a certainement beaucoup de questions pour Ironseed. Percival est excité d'entendre parler d'un village et il propose même de l'y emmener. Danny ne veut pas simplement l'emmener gratuitement, alors il décide de voir si Percival peut faire une performance. Percival essaie d'utiliser un arc et des flèches, mais parvient d'une manière ou d'une autre à toucher Danny alors qu'il était derrière lui. Katz décide de l'emmener gratuitement puisqu'il voyage de village en village pour donner des spectacles de toute façon. Percival est émerveillé par leur magie, mais Danny explique qu'il s'agit en fait de simples tours et qu'il déteste devoir compter sur des pouvoirs médiocres pour gagner de l'argent. Katz explique que leur équipe, Percival se souvient qu'Ironseed a mentionné que lui et Varghese étaient des chevaliers sacrés auparavant, et les autres sont étonnés. Ils se demandent de quel pays vient Percival, mais il n'a même pas la moindre idée de ce qu'est un pays. Juste à ce moment-là, des étrangers leur disent frénétiquement d'aller chercher de l'aide car leur village est attaqué par un loup. Danny pense qu'ils peuvent chasser le loup eux-mêmes, mais change instantanément d'avis lorsqu'ils arrivent et trouvent un loup géant terrifiant. Danny dit qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour le village, mais tout le monde est choqué lorsque Percival passe à l'action. Percival se souvient des paroles de son grand-père de toujours vaincre le mal et aider les faibles, alors c'est exactement ce qu'il fait. Il dit au loup de se préparer à devenir son dîner, mais toutes les flèches de Percival manquent complètement leur cible et reviennent vers lui. Le loup est sur le point de l'attaquer, mais Danny revient étonnamment pour le sauver. Danny souffre beaucoup, mais il reproche à Percival de l'avoir motivé à être un héros. Il avertit Percival de s'enfuir alors que le loup s'apprête à l'achever, mais tout le monde est stupéfait lorsque Percival l'arrête. Percival assomme instantanément le monstre géant d'une seule attaque, laissant tout le monde stupéfait. Nous voyons que le loup avait une marque comme l'oiseau plus tôt, et la petite chose ressemblant à un renard rose a tout vu. Nous voyons aussi qu'un chevalier était émerveillé par la démonstration et décide qu'il sera le prochain à agir. Ensuite, Elva aide Percival à se nettoyer et est horrifiée par ses cicatrices qui n'ont même pas encore eu le temps de guérir.
Elle explique que les chevaliers sacrés ont des pouvoirs magiques qu'ils utilisent pour protéger le royaume et ses habitants, et elle pense que Percival pourrait avoir ce qu'il faut pour en devenir un après avoir vu comment il s'est précipité pour sauver le village. Tout le monde célèbre leur sauveur lors d'une petite fête, mais aucun d'eux n'a même entendu parler d'Ironside. Percival est frustré, mais est stupéfait lorsqu'un homme flottant révèle qu'il connaît le nom. Ce chevalier est venu après l'élimination de son familier loup et après avoir entendu des rapports selon lesquels Varghese et son petit-fils ont été vaincus. Ce chevalier est surpris de voir que Percival est toujours en vie et détermine que son père se souciait vraiment de lui après tout. Le chevalier demande impoliment des nouvelles de son grand-père, alors Katz exige qu'il s'excuse. Ce type est un saint chevalier donc il repousse facilement Katz. Il est le chevalier noir appelé Pelagar et il est un camarade d'Ironside et de Varghese. Pelagar admire que Percival ne le craigne pas, mais Percival n'a aucun intérêt pour les bavardages et donne à l'homme 5 secondes pour lui dire où se trouve Ironside. Les 5 secondes passent sans résolution, alors Percival se précipite sur lui. Pelagar est stupéfait de voir que Percival le défie à main nue et étonné quand il parvient à le repousser malgré toute son armure lourde. Le gars accepte de dire à Percival tout ce qu'il veut s'il gagne, mais s'il perd, alors il emmènera Percival. Il peut voir le potentiel de Percival, alors il aimerait l'entraîner lui-même. Percival est plus défiant que jamais car il n'a pas l'intention de le suivre et jure de gagner le combat. Malheureusement, ce type est bien plus fort que Percival et l'arrête facilement. Pelagar dit à Percival que s'il ne va pas se battre avec une arme, alors il ferait mieux de commencer à utiliser sa magie, mais Percival révèle qu'il n'a pas de magie. Pelagar se demande s'il a surestimé le garçon et décide de terminer le combat rapidement en lui donnant un coup de poing dans le ventre. La raclée est implacable car Percival refuse d'abandonner. Dany essaie d'intervenir pour aider son nouvel ami, mais elle va l'arrêter car cela ne ferait qu'empirer les choses. Un jeune garçon dans la foule idolâtre le sauveur de leur ville et est certain que son nouveau héros ne perdra pas. Percival est inspiré par le garçon et parvient d'une manière ou d'une autre à repousser le chevalier. Percival ne comprend même pas comment il a fait et tout le monde est choqué lorsque la magie commence à couler de ses mains. Percival n'a aucune idée de ce qui se passe et commence même à paniquer car cela lui semble si étrange. Il essaie désespérément de l'enlever et envoie accidentellement le chevalier en arrière. Dany explique que cela doit être la magie de Percival et l'exhorte à l'utiliser pour vaincre Pelagar. Percival est un enfant honnête, alors il demande la permission d'utiliser sa magie dans le combat puisqu'il avait dit à Pelagar qu'il n'avait pas de magie plus tôt. Il l'autorise donc ils décident tous les deux de ne pas se retenir. Percival doit rapidement esquiver la boule de feu de Pelagar et Dany est choqué car sa magie est bien plus puissante que celle de leur chef. Percival ne survivra pas si elle le touche, alors il esquive désespérément. Pelagar l'incite à commencer à attaquer, alors Percival commence par repousser la boule de feu. Malheureusement, elle le touche quand même, et Pelagar explique que ces flammes réduisent leur cible à néant. À moins qu'il n'annule le sort, elles ne s'éteindront jamais. Il exige que Percival se rende. Mais Percival ne supporte pas de perdre. Pelagar est stupéfait lorsque Percival utilise sa magie pour protéger son corps, mais lui dit qu'il est trop tard car il a subi trop de dégâts. Juste à ce moment-là, de petits sbires commencent à apparaître partout, et Pelagar se demande si Percival les crée inconsciemment. Les petits gars parviennent à entrer dans un sort de Pelagar, et Percival commence étonnamment à guérir. Pelagar réalise que Percival utilise le type de magie le plus rare qui ne rentre dans aucune catégorie. Ce n'est pas de type destruction, incantation, dégénérescence, ni même guérison. Il n'est pas sûr, mais il pense que cela pourrait être celui qui est censé appartenir à une personne sur 10 000. Cela s'appelle la magie de type héros. Pelagar craint que les autres ne viennent après Percival s'il le découvre, donc il ne peut pas le permettre. Percival veut continuer le combat alors que tout le monde commence à croire qu'il peut gagner, et Pelagar explique qu'il veut l'entraîner plus que jamais. Pelagar flatte Percival en le couvrant de louanges, mais explique que Percival n'a vraiment aucune chance de gagner. Dany s'en rend compte aussi, alors il fait léviter Pelagar pour que Percival puisse s'échapper. Pelagar en a assez des jeux et fait exploser toute la zone. Il se prépare à en finir avec Percival, mais le petit renard rouge de tout à l'heure s'interpose entre eux. Pelagar essaie de le chasser, mais est stupéfait quand il téléporte sa proie en sécurité. Dany fait remarquer qu'ils ont été téléportés au sommet de l'épine dorsale d'un dragon incroyablement grand à 30 miles de leur village, donc Percival veut se précipiter pour revenir. Le renard parle étonnamment et leur dit que le village sera en sécurité puisque le chevalier ne voulait qu'eux. Il explique que Pelagar sert un roi maléfique et fait partie du groupe qui cible les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Les 4 chevaliers n'existent pas encore, mais ils apparaîtront dans un avenir pas si lointain. Le renard a des ordres d'un groupe qui s'oppose à eux, et explique qu'il vient de trouver l'un des 4 chevaliers. Les 4 chevaliers sont famine, pestilence, guerre et mort, les 4 saints chevaliers qui détruiront le monde avec 4 calamités. Le renard les stupéfie ensuite en révélant que Percival est l'un de ces 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ailleurs, Pelagar rejoint une réunion de chevaliers sacrés où on leur dit qu'ils ont identifié les 4 chevaliers de l'Apocalypse comme de jeunes garçons. L'un est un garçon avec un pouvoir magique doré. L'un est un garçon avec de la sainteté et du mal dans les yeux. L'un est un grand garçon mystérieux sans apparence fixe.
et l'autre est un garçon avec des cheveux verts semblables à des plumes. Ironseed est incrédule en entendant cela, et leur chef explique qu'ils doivent trouver les 4 chevaliers pour leur roi. Peu importe ce qu'il en coûte, ils doivent les atteindre en premier et s'en débarrasser rapidement. Pelgard révèle à Ironseed que Percival est toujours en vie, alors Ironseed se demande s'il a mis fin à sa vie. Pelgard pense que ce serait un gâchis et préfère faire de Percival leur allié et bien le former. Ironseed l'attaque, mais Pelgard refuse de se battre. Ironseed souligne que Pelgard ne comprend pas ce qui se passe. Percival n'est pas seulement une menace pour leur roi, il va finir par détruire le monde entier. Le renard rose dit exactement la même chose à Percival, mais Percival dit simplement qu'il ne détruira pas le monde. Il explique qu'après avoir battu son père, il partira simplement à l'aventure pour explorer l'endroit mystérieux dont son grand-père lui a parlé. Il ne deviendra pas un chevalier sacré et il ne détruira pas le monde. Le renard révèle que le père de Percival et ses camarades sont tous dans un endroit appelé Camelot. C'est un royaume qui a été détruit lors de la guerre sainte contre un clan de démons il y a 16 ans. Il a suffi d'un seul coup du roi démon et tout a été détruit sans laisser de traces. Dany explique que Camelot n'existe plus, alors Percival dit au petit renard de filer puisqu'il ne l'accompagnera pas. Le renard lui assure que cela existe vraiment, mais explique que le voyage pour y arriver est très difficile. Percival change instantanément d'avis car cela ressemble à une aventure et le renard se présente comme Sin. Tous les 3 commencent le voyage mais ils ont vite faim, alors Percival décide qu'il devrait organiser un concours pour voir qui peut trouver la meilleure proie. Dany prend l'arc et les flèches de Percival, mais ce n'est pas grave car Percival trouve un endroit intéressant pour chasser. Dany est assez mauvais pour viser avec l'arc et découvre qu'il a touché une géante nonne avec la flèche. Dany s'excuse mais la nonne dit que ce n'est pas grave puisqu'elle a seulement crié parce qu'elle a été surprise. Juste à ce moment-là, des types ressemblant à des fées disent urgemment aux géants qu'un humain avec un casque étrange est entré dans la gorge de l'écho. Dany réalise qu'il parle de Percival et les fées expliquent que la gorge était autrefois un bel endroit. Cependant, c'est maintenant un cauchemar vivant. Nous voyons alors exactement de quoi il parlait lorsque Percival est confronté à plusieurs monstres, mais il s'en débarrasse rapidement. Il est en fait très heureux puisque toutes les proies viennent à lui, donc il est sûr de gagner la compétition. Juste à ce moment-là, il entend quelque chose appelé à l'aide. Dans une maison voisine, nous voyons qu'un petit monstre clown est attaché et interrogé. Un gamin décide que la petite créature sera son cobaye pour quelques expériences et le petit gars crie à l'aide. Percival vient à la rescousse, mais finit par recevoir du bois en plein visage. Le petit monstre dit impatiemment à Percival de le libérer et il s'envole instantanément. Percival est émerveillé par le monstre féerique qu'il n'a jamais vu auparavant, mais il perd connaissance. Dany et ses nouveaux amis sont en route pour trouver Percival, et le géant explique qu'un type a utilisé un médicament étrange pour rendre toutes les créatures vivantes de la gorge violente. Ce type est vraiment en colère contre Percival et prévoit de le faire prendre la place du monstre comme cobaye. Cet enfant est connu sous le nom d'herboriste fou, nommé Nansens. Les amis de Percival atteignent l'entrée de la gorge, mais les fées craignent qu'il ne soit trop tard. Ils ont déjà vu l'herboriste maléfique en action, alors Dany dit qu'ils doivent se dépêcher. Percival se réveille, ce qui est très étrange pour Nansens, puisqu'il aurait dû être inconscient pendant au moins 10 heures. Percival exige de récupérer ses vêtements, puisque son père les lui a donnés, alors le garçon lui montre où ils sont. Tout sauf son casque et sa cape est pratiquement déjà détruit. Cependant, le casque et la cape sont des objets magiques dotés de puissants pouvoirs magiques. Nansens ne perd pas de temps et injecte Percival avec son mélange. Cela devrait prendre 1 heure pour commencer à fonctionner, mais Nansen est fasciné quand cela fonctionne instantanément. Percival est sûr que ce type est maléfique car il allait blesser cette fée, mais Nansens explique que cette fée est entrée par effraction dans sa maison et l'a attaqué en premier. Percival est convaincu que Nansens avait du sang qui sortait de sa bouche parce qu'il a mordu la fée, mais ce n'est pas le cas. Nansens s'excite parce que Percival est le cobaye parfait, alors Nansens commence à saigner de la bouche à nouveau. Se mordre la lèvre quand il s'excite est juste quelque chose que Nansens fait depuis l'enfance. Percival pense qu'il devrait arrêter cette habitude, et Nansens dit que sa sœur dit exactement la même chose. De retour avec le groupe de Dany, ils sont poursuivis par des monstres violents. Dany traite Nansens de méchant pour avoir causé ce problème, mais le géant se fâche et dit que Nansens n'est pas comme ça. Nansens prévoit de laisser partir Percival après qu'il ait essayé un dernier médicament, mais s'il fait le mauvais mélange, alors Percival perdra la vie. Nansens tremble et explique qu'il a une mission à accomplir. Percival a aussi une mission, alors il se libère, mais Nansens n'est pas prêt à le laisser partir. Nansens promet de ne pas lui prendre la vie, mais les deux commencent à se battre. Percival propose de l'aider s'il en a besoin, mais Nansens veut juste des cobayes pour son médicament. La seule raison pour laquelle il ne teste pas sur lui-même est que s'il se tue, il ne pourra pas sauver à la gorge. Le casque de Percival s'envole lorsque ses cheveux s'étendent, ce qui lui permet de récupérer le médicament, et il refuse de le rendre. Il choque ensuite le scientifique maléfique en le buvant lui-même. Percival se tord de douleur, alors Nansens essaie de le faire recracher. Percival nous surprend toujours, car il dit qu'il peut sentir la puissance traverser son corps et qu'il a maintenant une énergie infinie.
Il se précipite dehors pour dire quelque chose de stupide, et ses amis déterminent qu'il doit aller bien. Nonsense n'en revient pas de ce qu'il vient de faire, et Percival dit que c'était une décision facile de boire le médicament puisque Nonsense essayait juste de sauver la gorge. Il est clair que le médicament fonctionne, alors Nonsense le boit d'un trait à la surprise générale. Danny arrive à ce moment-là et se demande ce que Percival a fait au gamin. Les fées ne croient pas que Nonsense essaie de sauver la gorge, mais il murmure le nom Ordo. Ordo est un vieil apothicaire qui a autrefois vécu là. Il était gentil avec tout le monde dans la gorge et s'occupait d'eux quand ils se blessaient. Ils ont trouvé un jeune géant dont le nom est Dolores et le jeune humain Nance. Ordo a tout appris à Nance, mais un jour, il a simplement disparu. Depuis ce jour-là, Nance a commencé à faire des expériences étranges. À proximité, le petit monstre orange prévoit de détruire toute la forêt, et il demande étonnamment à Ordo s'il est d'accord. Nance se réveille et veut urgemment aller répandre son médicament dans toute la gorge. Des fées apparaissent pour l'attaquer, et elles blâment Nance pour le départ d'Ordo. Elles l'accusent de vouloir détruire la gorge et lui disent de partir. Percival prend sa défense et dit aux petits idiots que Nance essaie en fait de sauver la gorge. Juste à ce moment-là, la forêt commence à se décomposer et les animaux commencent à mourir. Nan réalise qu'il n'a plus de temps, alors il doit utiliser le remède. Percival fait remarquer qu'il n'en reste plus, mais Nan en crée étonnamment à partir de son corps. Nan révèle qu'après avoir ingéré un poison, il l'enseigne à son corps et ensuite, il peut librement créer et mélanger le sien. Sa magie s'appelle Mix Venom, et il dit à tout le monde de se couvrir la bouche. Nance crée une brume à partir de son médicament, qui est emporté par le vent, et la gorge commence étonnamment à revivre. Nance se réfère à Ordo, comme son grand-père, et se souvient des leçons qu'il a reçues. Ensuite, Percival se fait couper les cheveux et Dolores lui confectionne des vêtements. Les fées s'excusent auprès de Nance, mais il comprend parfaitement puisque la folie des monstres était un effet secondaire de son médicament. Personne ne sait pourquoi la gorge se dégradait au départ, mais une fois qu'Ordo a disparu, quelque chose a commencé à ronger la force vitale de tout. Nance dit aux fées que c'est Percival qu'il faut remercier, alors elle le loue et l'enfant en profite pleinement. Juste à ce moment-là, un monstre hideux apparaît et Nance peut dire que c'est Ordo. C'est clairement une créature hideuse, mais Percival est juste jaloux que le grand-père de Nance soit 3 fois plus grand que le sien. Nance veut savoir ce qui s'est passé, mais Dolores l'empêche de s'approcher trop près. Ordo libère un brouillard qui fait pourrir la forêt, alors Nance le supplie d'arrêter. Nan essaie de rappeler à Ordo qu'il aimait la gorge, mais c'est un monstre maintenant, et il veut la détruire. Ordo prévoit d'écraser Nan, et Percival ne peut pas l'arrêter, mais Dolores arrive juste à temps. Elle essaie de rappeler à Ordo qu'ils sont de la famille, mais le monstre la frappe avec son poison, causant de gros dégâts. Juste à ce moment-là, la fée d'avant arrive, et il réalise tout ce que c'était elle qui avait transformé Ordo. Il l'a fait parce qu'il dit qu'Ordo est un pêcheur, et qu'il doit expier ses péchés en détruisant la gorge. Ordo se prépare à consommer Nance, mais Percival parvient à l'arrêter. Nance commence à perdre espoir, mais Percival le saisit et lui dit qu'ils récupéreront son grand-père ensemble. La fée maléfique ordonne à Ordo de se déchaîner, mais reçoit instantanément une flèche dans la tête et fond. Personne ne sait d'où vient la flèche, mais Ordo s'effondre et un chevalier sacré apparaît devant eux. C'est le chevalier d'Ambre et il s'appelle Talisker. Talisker leur dit que s'ils peuvent lui porter un seul coup, alors il leur révélera le péché qu'Ordo a commis. S'ils parviennent à le battre, alors il transformera Ordo en retour. Sin avertit Nance de ne pas céder aux provocations de Talisker, mais c'est trop tard. Nance utilise sa capacité pour empoisonner ses dagues, et Percival décide de se battre aussi. Percival essaie avec confiance d'activer sa magie, mais ne parvient qu'à laisser échapper un peu de gaz à la place. Nance essaie d'attaquer seul, mais leur adversaire est un chevalier sacré et utilise une attaque folle qui crée une tempête de grêle. Percival a réussi à le sauver, mais Talisker fait rejoindre Ordo au combat. Il essaie de faire en sorte qu'Ordo achève Nance, mais Percival intervient à nouveau. Percival exhorte Ordo à se souvenir de sa famille et explique que Nan a travaillé si dur pour protéger la gorge pour lui. Talisker ordonne à Ordo de mettre fin à leur vie, mais Ordo a cessé d'écouter car il semble revenir à la raison. Talisker décide de simplement les envoyer tous dans l'au-delà avec sa prochaine attaque. Sin est étrangement d'accord avec cette fin, mais Percival est un héros. Il s'élève dans le ciel et sacrifie son corps pour détruire toute la grêle. Percival est gravement blessé et Talisker se demande si le gamin a perdu la tête. Percival dit à Nance qu'ils récupéreront son grand-père quoi qu'il arrive, redonnant ainsi espoir à Nance. Talisker en a assez des jeux. Il prépare sa prochaine attaque, mais s'arrête lorsqu'une puissance immense surgit du corps de Percival. Talisker n'a jamais vu une magie aussi désordonnée, et Percival est étonnamment guéri de tous les dégâts. Donnie réalise que c'est beaucoup plus de magie que la dernière fois, et personne ne peut comprendre ce qui se passe. Talisker utilise une autre attaque puissante, mais la magie de Percival l'absorbe et la renvoie à Talisker. Talisker devient vraiment agacé, mais Percival lui dit qu'il va le vaincre pour qu'Ordo puisse redevenir normal.
Talisker attaque avec son arme, mais cela ne sert à rien. Et maintenant, c'est au tour de Percival. Talisker n'a pas peur puisque Percival est désarmé, mais Percival forme une main avec sa magie et donne une bonne claque à Talisker. Porter un coup signifie que Talisker doit expliquer pourquoi il a transformé Ordo. Ordo aidait tout le monde dans la forêt, mais Talisker explique que sauver des races qui ne sont pas humaines est un péché. Le seigneur de Talisker, Arthur, veut que l'humanité vive en paix sans qu'aucune autre race ne la menace. Talisker a averti Ordo d'arrêter, mais il ne l'a pas fait, alors Talisker l'a puni. Il l'a transformé en un monstre poussé par une impulsion de destruction et un devoir de menacer le monde. Talisker voulait qu'il détruise la gorge, alors Ordo a utilisé son poison pour chasser tous les animaux. Cela suffit comme explication pour Talisker, alors il utilise sa magie qui contrôle le temps. Son coup de foudre frappe Percival, mais cela ne fait que le mettre en colère. Percival le charge avec sa magie maintenant chargée de foudre et souligne qu'il a perdu son propre grand-père sans raison également. Talisker est choqué que Percival ait pris sa magie de foudre et réalise à l'instant que ce gamin est le chevalier aux cheveux verts de l'Apocalypse. Talisker esquive l'attaque et réalise sa bonne fortune. S'il peut éliminer Percival, alors la prophétie de l'Apocalypse pour le roi Arthur disparaîtra pour de bon. Sin révèle à Percival que sa magie forme tout ce qui est dans son esprit, donc il devrait imaginer une arme qui mettra Talisker hors de combat en un seul coup. Talisker utilise son attaque la plus puissante, mais elle ressemble à un oiseau que Percival connaît très bien. Percival forme un couteau comme celui qu'il a utilisé pour découper l'oiseau, et il l'utilise pour découper l'attaque. Talisker est absolument stupéfait et ne peut pas croire à quel point l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse est puissant. Percival transforme sa magie en projectile et le combat est enfin terminé. Personne ne peut croire ce qu'ils viennent de voir et qu'ils réalisent que Percival a emporté le chevalier sacré avec la montagne. Le combat est terminé, mais Percival ne sait même pas comment ranger sa magie. Dany pense qu'ils sont attaqués par un géant zombie, mais c'est juste Dolores. Ils ne comprennent pas comment elle est encore en vie, mais Sin explique que les géants ont une capacité qui transforme leur corps en métal pour se défendre. Elle a dû l'utiliser juste avant d'être attaquée, avec un temps de réaction qui montre clairement qu'elle a une formation de combat approfondie. Les choses ne vont pas bien cependant, car Naessens se souvient du moment où Ordo a promis de sauver chaque race. Naessens s'effondre en soulignant qu'il a fait tant d'efforts pour protéger la gorge parce qu'Ordo l'aimait tellement. Percival s'excuse parce qu'il n'a pas pu tenir sa promesse de transformer Ordo en normal, mais Sin trouve quelque chose que Talisker a laissé tomber. Sin le détruit et Ordo redevient magiquement normal. Naessens sanglote de manière incontrôlable, et les deux sont enfin réunis. Ensuite, Dany se moque de Naessens pour avoir pleuré comme une petite fille. Il se rend vite compte qu'il est impoli lorsque Percival dit que c'est une réaction naturelle puisque Naessens a pu revoir son grand-père. Sin explique que la chose qu'il a cassée était un bâton du chaos. Ces bâtons sont imprégnés de forces chaotiques et le roi de Camelot les distribue à ses chevaliers. Juste à ce moment-là, Percival proclame qu'il a pris une décision. Il pensait initialement que tout ce qu'il voulait, c'était battre son père, mais tout a changé. Percival veut maintenant aussi vaincre le roi de Camelot. Il ne veut jamais que quelqu'un traverse ce qu'il a traversé, et Sin aime voir cette détermination. Percival se souvient qu'il faisait une compétition, mais aucun d'eux n'a ramené sa proie. Le petit renard révèle qu'il a réussi à capturer un lapin à l'air maléfique, et rappelle à tous les deux que le gagnant peut donner un ordre au perdant. Sin semble avoir de mauvaises intentions, mais Percival suppose qu'il veut qu'il lui enlève des puces. Juste à ce moment-là, Naessens apparaît, et Chacaline aimerait les accompagner. Naessens doit une faveur à Percival pour les avoir sauvés, et Ordo a dit à Naessens de sortir et d'apprendre le monde. Sin pense que sa magie et sa connaissance des poisons pourraient leur être utiles. Dany ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais Sin lui rappelle qu'il doit obéir à son ordre. Dolores est assez triste que Naessens parte, mais Ordo souligne que Naessens a enfin une personne qu'il peut appeler un ami. Notre groupe commence son voyage et se dirige vers une ville appelée Sistana pour trouver un moyen de transport. Devant eux, à Sistana, nous voyons qu'une fête a lieu et Ironsid est là. Il cherche quelque chose dans la ville, mais le duc Kalden lui dit que rien n'a été trouvé. Sa fille a une sorte de capacité qui lui permet de savoir que son père ment, mais elle est plus préoccupée par Ironsid. Ironsid dit qu'il veut sauver la ville, mais la fille peut dire qu'il ne prononce même pas un seul mot de vérité. Elle s'appelle Anne et Ironsid aimerait qu'elle rencontre son fils. Elle était distraite, alors Ironsid dit simplement de continuer à chercher le morceau du cercueil des ténèbres éternelles. Ailleurs, Percival essaie de commander ses petits sbires, mais il n'écoute pas. Cependant, Naessens découvre que s'il empoisonne un des mini-Percival, il change de couleur. Percival leur montre alors Ouroboros, le couteau à découper que son grand-père lui a donné.
Voyant comment elle peut grandir, c'est clairement une épée magique. Mais Percival pense toujours que c'est un couteau. Percival explique qu'il ne sait rien de la vie de son grand-père en tant que saint chevalier, ce qui est juste une raison de plus pour trouver Ironseed à Camelot. Naissance a des doutes sur l'existence de Camelot, mais Percival dit qu'il fait confiance à Sin et qu'il ne mentirait pas. Les gars veulent que Sin utilise l'orbe de téléportation pour les emmener au royaume de Lyonis, afin qu'il n'ait pas à marcher, mais c'était son dernier. Naissance connaît la perle magique et explique qu'un des chevaliers légendaires des 7 péchés capitaux nommé Merlin les a créés. Ce sont des orbes, avec différents effets magiques. La bouche de Naissance se remplit de sang alors qu'il s'excite en expliquant que Merlin a écrit un livre sur les poisons. Ils atteignent finalement Sistana et les petits sbires de Percival se précipitent étrangement. Ils demandent à Percival de déterrer quelque chose, et Sin est choqué quand il réalise ce que c'est. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Anne leur dit de le remettre dans le sol. Cependant, s'il prévoit de le donner à un certain chevalier, alors elle devra les éliminer à la place. Dany essaie d'expliquer que cela a été découvert par accident, mais elle ne les croit pas. Anne les attaque et n'écoute pas un mot de ce qu'ils disent. Elle prévoit de reprendre l'objet par la force, mais Percival le lui remet simplement. Percival dit que c'était vraiment un accident et la fille utilise son pouvoir sur eux. Elle peut voir qu'ils cachent tous quelque chose, mais elle est choquée lorsqu'elle voit qu'il n'y a rien de faux ou de caché chez Percival. Sin veut en savoir plus sur le chevalier qu'elle a mentionné, mais une servante vient la chercher. Anne panique et cache l'objet dans le manteau de Percival. Elle lui dit de ne le montrer à personne, mais choque tout le monde en lui disant de s'assurer qu'un chevalier nommé Ironseed ne le voit jamais. Ensuite, Sin explique que cet objet est un artefact magique légendaire fabriqué par un géant. C'est la première fois qu'il en voit un, et c'est un fragment du cercueil des ténèbres éternelles. Percival n'a pas écouté un seul mot et veut juste aller chercher Ironseed puisque la fille a mentionné qu'il était là. Sin le calme cependant en soulignant qu'un combat là-bas pourrait nuire aux villageois. Il y a encore beaucoup de questions qui doivent être répondues et ils doivent s'assurer que l'objet magique est même réel. Ailleurs, Anne essaie d'expliquer à son père qu'Ironseed ne peut pas être digne de confiance. Son père est au courant de son aptitude, mais il n'aime pas qu'elle l'utilise parce que c'est dangereux. Kalden explique qu'Ironseed a combattu aux côtés de sa mère pour protéger les gens, donc il devrait simplement lui faire confiance et lui obéir. Il craint également ce qu'Ironseed ferait s'il lui désobéissait, donc sa décision est d'éviter de mettre les villageois en danger. Anne proclame qu'elle deviendra un chevalier sacré et protégera les gens elle-même. Elle dit à son père d'arrêter d'être le chien de poche d'Ironseed, mais il la gifle simplement. Kalden va rencontrer Ironseed et nous voyons que nos héros les observent. Percival ne peut contenir sa colère et doit être retenu pour ne pas attaquer. Ironseed s'adresse à la foule et les terrifie en disant que quelque chose menace leur ville. Il révèle un artefact et nos garçons peuvent dire qu'il ne manque que leurs pièces. Sin explique que s'ils complètent l'artefact, ce sera fini pour eux tous. L'objet a été créé pour sceller le clan des démons et le clan des déesses s'est sacrifié pour l'activer. Il n'y a pas de déesse autour maintenant, donc Ironseed doit prévoir de sacrifier les habitants pour l'activer. Perceval est prêt à le battre maintenant, mais Sin le calme à nouveau. Ils ont le morceau manquant de l'artefact, donc ils doivent quitter la ville avec le fragment. Perceval ne veut pas partir alors qu'il a travaillé si dur pour trouver Ironseed, mais Sin souligne qu'il n'est pas de taille face à lui en ce moment. Ironseed dit à la foule que s'il peut compléter l'artefact, il tiendra un rituel qui protégera Sistana du désastre. Il dit que le royaume de Lyonis rassemble des démons terribles pour rayer la Britannia de la carte. Alors tout le monde se met vraiment en colère contre le royaume. Cependant, Anne arrive et choque tout le monde en accusant Ironseed de mentir. Ironseed dit qu'elle est juste jeune et parle de manière insensée, mais Anne révèle son pouvoir à tout le monde. Ironseed prévoit de la discipliner pour avoir menti, et Sin veut s'éloigner pendant qu'ils se disputent. Les autres sont d'accord, mais sont stupéfaits lorsque Perceval intervient pour dire à Ironseed d'arrêter. Ironseed peut dire que Perceval veut venger Varghese, mais se demande alors si le garçon essaie de prendre le cercueil. Perceval utilise ses sbires pour distraire Ironseed et s'enfuit avec Anne. Ironseed cause des dégâts importants en essayant de les arrêter et explique qu'il se fiche de blesser Anne puisqu'il la considérerait simplement comme un sacrifice digne. Dany se demande s'il devrait retourner aider Perceval, mais Sin explique qu'ils doivent d'abord sécuriser l'objet magique. Malheureusement, il découvre que la servante d'Anne a l'objet. Elle est en réalité la familière d'Ironseed et s'envole. Perceval arrive et il devient clair qu'Ironseed devait surveiller Anne depuis le début. Ironseed n'a plus besoin de Kalden car il complète l'artefact. Sin explique que l'artefact nécessite un sacrifice de sang. Ils doivent détruire le cercueil ou prendre l'un des morceaux pour l'arrêter. Ironseed se prépare à faire le rituel en ce moment, alors ils décident tous de travailler ensemble pour l'arrêter. Sin dit qu'il va se préparer à tout ce qui pourrait arriver, mais Anne sent qu'il cache quelque chose.
Sin dit à Perceval de ne même pas oser essayer de combattre sérieusement Ironseed. Peu importe à quel point Perceval pense être fort, Ironseed est 10 fois plus fort que cela. Leur mission commence et Anne remercie Perceval de l'avoir aidé plus tôt. Perceval explique qu'Ironseed a mis fin à la vie de son grand-père et Anne dit qu'Ironseed voulait la marier à son fils. Anne suppose que son fils est tout aussi mauvais que lui et les gars rient en sachant que Perceval est son fils. De retour à la maison, Ironseed commence à chanter et le cercueil commence à briller. Le rituel commence à s'intensifier et une substance noire jaillit du sol. La substance noire se dirige vers la ville où nous voyons que l'une d'elles transforme la première chose qu'elle touche en monstre. D'autres substances noires tombent, donc une statue et une maison entière deviennent des monstres hideux. Ironseed dit à son familier nommé Darash qu'il commandera les morts chaotiques et que son objectif est de faire de tous les habitants de la ville des sacrifices. Notre groupe est horrifié de voir qu'il y a tant de monstres collectant des sacrifices, mais Perceval est certain que Sin trouvera une solution. Ils doivent juste se préoccuper d'arrêter Ironseed, mais Anne révèle que Sin lui ment sur quelque chose. Elle peut le dire grâce à son aptitude, mais Perceval fait toujours confiance à Sin. Les autres font également confiance au petit renard, mais Anne pense qu'ils sont simplement crédules. Anne trouve son père inconscient et Ironseed se demande ce que veut Perceval. Il dit que normalement il détruirait simplement Perceval, mais ce soir il est occupé. Perceval exige qu'Ironseed arrête le rituel, mais Ironseed les terrifie en leur montrant juste un peu de son pouvoir. Ils savent qu'ils doivent essayer d'attaquer, mais leur corps ne bouge pas. Ce qui est le plus terrifiant, c'est qu'ils peuvent dire qu'Ironseed n'hésiterait pas un instant à mettre fin à leur vie. Perceval n'a pas peur cependant, et saute en avant pour utiliser sa magie de la main de Dieu. Ironseed arrête l'attaque en bougeant à peine, et Danny est stupéfait car c'était l'attaque qui a détruit Talisker. Ironseed pense qu'il serait insensé pour Perceval d'essayer de le combattre. Et Nason rappelle à Perceval ce qu'ils sont venus faire. Perceval envoie ses petits Perceval après le cercueil, mais cela ne sert à rien. Ironseed veut savoir ce qu'ils essaient de faire, mais Perceval refuse de le dire à son père indigne. Ironseed s'énerve, et tout le monde doit esquiver alors qu'il utilise une attaque immense. Ironseed dit encore une fois à Perceval qu'il manque de discipline et exige qu'il le respecte en tant que père. Anne est choquée lorsque les gars la mettent au courant des problèmes familiaux de Perceval et Danny pense qu'ils doivent s'enfuir. Il dit qu'ils n'ont pas vraiment de lien avec la ville et Anne est étonnamment d'accord. C'est le problème de la ville, donc elle pense qu'elle devrait affronter Ironseed seule. Nason sait trop bien ce que c'est que de vouloir défendre une patrie, et il décide de rester. Danny, en revanche, n'hésite pas et s'enfuit, car il ne veut pas mourir. Perceval fait le contraire en courant directement vers le danger, et il avertit Ironseed qu'il détruira le cercueil s'il ne s'arrête pas. Ironseed montre à nouveau son incroyable pouvoir des doigts, mais Perceval esquive. Il dit aux autres qu'il va immobiliser Ironseed pour qu'il puisse détruire le cercueil. Le chevalier terrifiant arrête facilement Perceval, mais il est assez impressionné. Ironseed se prépare à mettre fin à la vie de son fils, mais Anne l'arrête. Ironseed rit de la fille en pensant qu'elle pourrait lui faire quoi que ce soit, mais elle fait de son mieux et déclare qu'elle deviendra un chevalier sacré comme sa mère. Ironseed semble simplement jouer avec elle et il détruit ses vêtements. Cette fille est vraiment déterminée, alors elle déchire sa robe abîmée et Perceval admire son comportement héroïque. Ironseed reconnaît son courage, mais il est un misogyne sérieux et dit que sa bravoure est trop bien pour une fille. Il est impressionné qu'elle ait pu au moins le griffer, mais il est prêt à l'achever. Malheureusement pour lui, il commence à s'évanouir et Nason révèle qu'il a mis un effet de paralysie sur l'épée d'Anne. Ironseed est vraiment agacé par tous ces gamins indisciplinés et il détermine qu'ils sont tous désespérés de goûter au désespoir. Ironseed prépare une attaque étrange et tout le monde panique, y compris le père d'Anne. Ironseed active le puissant sort et sa destruction peut être vue de très loin. Danny traverse la ville, mais il y a des tonnes de monstres partout. Il doit sortir de là rapidement, mais il entend un petit enfant appeler à l'aide. Danny souhaite que quelqu'un l'aide déjà et il pense à ce que son oncle voudrait qu'il fasse. De retour sur la montagne, Anne ne comprend pas pourquoi son père s'est sacrifié pour elle, et il explique simplement que c'est parce qu'elle est sa fille. Heureusement, elle se rend compte que Perceval a utilisé ses ministres pour le protéger, et c'est pareil pour Nason. Il cherche désespérément Perceval et découvre qu'il est dans la main d'Ironseed. Ironseed félicite Perceval d'avoir protégé ses amis, mais il sait que si Perceval grandit, il deviendra une menace redoutable. Perceval se moque de ce que ce type raconte et veut juste savoir pourquoi Ironseed a mis fin à la vie de son grand-père. Ironseed explique qu'il devait le faire, même s'il n'y avait qu'une faible chance que Varghese fasse partie des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ce n'est pas tout, car Ironseed se met vraiment en colère et révèle que Varghese a pris quelque chose de précieux pour lui et s'est enfui. La tentative d'Anne de sauver Perceval échoue, mais elle rappelle à Perceval le cercueil.
Ironseed l'empêche cependant de l'attaquer. Perceval exige qu'il arrête le rituel, mais Ironseed enfonce sa lame dans la main de Perceval à la place. Ironseed doit être l'un des pires pères qui soit, car il bouge son épée à l'intérieur de la main de Perceval. Anne essaie de culpabiliser Ironside pour qu'il arrête en lui rappelant que Perceval est son fils, mais cela ne fonctionne pas et il lui fait peur jusqu'au plus profond de son âme. Ironseed s'amuse bien à être un père terrible et Anne le supplie d'arrêter avant que Perceval ne meure. Ironseed explique qu'une fois le rituel terminé, cela fera s'effondrer Lyonis. Et quand il s'occupera de Perceval, les 4 chevaliers de l'Apocalypse ne formeront jamais un groupe complet. Les ministres de Perceval essaient de le protéger et de le soigner, mais Ironseed les écrase. Il pense que c'est de la magie stupide, mais parfaitement adaptée à un raté comme Perceval. Nasson supplie Ironside d'arrêter, mais c'est trop tard car Ironside plonge son épée dans Perceval. Les mini-Perceval disparaissent et Nasson s'effondre car il n'a rien pu faire pour aider. Le sans-cœur et impitoyable Ironside est content que la prophétie des 4 chevaliers de l'Apocalypse ne se réalisera plus maintenant que Perceval est parti. Ironseed reprend simplement le rituel et ordonne aux monstres de massacrer toute la ville pour créer des sacrifices. Nassans traîne Perceval plus près et Ironseed leur dit de simplement rentrer chez eux. Nassan essaie désespérément de donner à Perceval un de ses poisons, mais cela ne sert à rien. Anne le prend cependant et le force dans la gorge de Perceval. Malheureusement, le lui enfoncer dans la gorge ne fonctionne pas et Anne souligne à quel point c'est horrible que la vie de Perceval se soit terminée aux mains de son propre père. Ironseed ne leur prête même plus attention et continue de demander des sacrifices aux monstres. De retour en ville, la fille qui implorait de l'aide plus tôt n'a plus peur. Il s'avère que Danny a soulevé le monstre dans le ciel et a dit à la fille qu'il arrangerait tout avant qu'il ne retombe. La mère de la fille suppose que Danny est un chevalier sacré et est certaine qu'il sauvera la ville. Nous voyons ensuite que Danny se précipite vers la montagne, et il a déterminé qu'il y a beaucoup trop de monstres, donc il ne pourra pas s'échapper. Il hésite dans son esprit car il est terrifié qu'Ironside le tue, mais il ne veut pas décevoir ses nouveaux amis. Danny réalise qu'il n'a pas besoin de combattre Ironside et qu'il doit seulement récupérer le cercueil. Il gagne encore plus de confiance car Perceval est là et tout se passe toujours bien quand il est présent. Juste à ce moment-là, un bébé Perceval apparaît et Ironseed est choqué que Perceval ait retrouvé un peu de magie. Cela devrait être impossible puisqu'il est sûr d'avoir mis fin à la vie de Perceval. Ce n'est pas un problème pour ce type cependant, car il peut facilement le refaire avec une simple attaque. L'explosion est massive, mais Nassans protège le corps de Perceval. Ironseed réalise que la potion paralysante a drastiquement affecté la précision de sa magie, alors il dit à Nassans de s'écarter de son chemin. Nassans refuse et continue de protéger Perceval des attaques d'Ironseed. Nassans explique qu'il n'a pas encore remboursé sa dette envers Perceval, donc les choses ne peuvent pas se terminer ainsi, et un autre mini apparaît de manière surprenante. Anne attaque Ironside et dit que Perceval ne peut pas mourir encore car elle n'a jamais rencontré quelqu'un sans mensonge ni ruse comme lui. L'espoir de son ami semble faire quelque chose alors que plus de mini Perceval commencent à apparaître. Nassans continue en admirant comment Perceval a sauvé tout le monde dans la forêt et il l'appelle son héros. Cela semble vraiment fonctionner car plus de mini apparaissent et Perceval commence à briller. Ironside coupe une partie des cheveux d'Anne mais la prévient que sa tête sera la prochaine. Juste à ce moment-là, Ironseed est stupéfait en voyant que la magie de Perceval se multiplie d'elle-même. Ce n'est pas la seule surprise, car Danny arrive et récite la phrase de Perceval « Écrase le mal et sauve les faibles ». Nassans se demande pourquoi il est revenu et Danny dit que c'est simplement parce qu'ils ont Perceval là. Il se demande où est son petit copain mais tout le monde est choqué lorsque les mini Perceval se multiplient partout. Tout le monde en est couvert, mais personne ne sait ce qui se passe. Ironseed décide d'attaquer tout, et le père d'Anne est choqué quand tout le monde a disparu. Ironseed commence vraiment à voir à quel point Perceval peut être dangereux, et décide qu'il doit l'éliminer pour de bon. Nous voyons alors ce qui le contrarie, car Perceval a amené tout le monde dans le ciel. Perceval dit à tous ses amis qu'il les a entendus l'appeler à travers l'obscurité. C'est sa magie, mais il leur attribue le mérite de lui avoir donné la force de l'utiliser. Ils croyaient tous en lui et ses sentiments lui ont donné du pouvoir. Perceval se souvient comment son grand-père voulait qu'il trouve quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance, et il lui dit qu'il les a trouvés. Ironseed est complètement incrédule et se demande quel genre de pouvoir c'est. Perceval a un autre souvenir de son grand-père et appelle sa magie la même chose que son grand-père l'appelait autrefois, espoir. Ironseed est stupéfait d'apprendre que Perceval est capable de convertir les sentiments d'espoir des gens en son propre pouvoir. Il a clairement sous-estimé son fils indésirable, mais explique que même si Perceval a réussi à gagner un peu de temps, rien ne changera. La ville rencontrera bientôt sa fin et le rituel commencera.
En ville, les gens sont terrorisés et tous les monstres sont déterminés à activer le cercueil des ténèbres éternelles à tout prix. Un pauvre type est sur le point de devenir de la nourriture pour monstres, mais un homme mystérieux le sauve. Ce type commence à infliger des dégâts sérieux avec son attaque unique et Darak le remarque. Ironseed a terminé de préparer le rituel, mais Darak doit lui expliquer que les morts sont détruits les uns après les autres par un attaquant mystérieux. Il n'y a aucune information sur ce type. Alors Darak va l'affronter, mais cela ne se passe pas bien pour le sbire d'Ironseed. Nos héros se demandent s'il s'agit d'un groupe de chevaliers sacrés venus les aider, et Dany suppose que Sin a réussi à obtenir du renfort. Percival déclare leur victoire, et Ironseed n'a d'autre choix que de céder. Ce père terrible dit à son enfant orphelin de père qu'il est sûr que Varghese serait fier de lui. Le garçon orphelin souligne rapidement qu'Ironseed a pris la vie de son grand-père, alors Ironseed explique qu'il a reçu l'ordre de le faire. Ironseed semble presque exprimer des remords pour ce qu'il a fait et souligne même qu'il a tenté d'éliminer son propre fils à 2 reprises. Même si c'est seulement la 2e fois qu'ils se rencontrent, Ironseed révèle que ce sera la dernière fois qu'ils se verront. Il sera puni pour avoir échoué dans sa mission, donc il sera exécuté. Ironseed dit à Percival de venir à lui pour qu'il puisse voir le visage de son fils bien-aimé une dernière fois avant de mourir. Mais Anne utilise son pouvoir pour voir qu'Ironseed ment. Apparemment, personne n'aurait pu deviner que ce père meurtrier mentait. Alors Anne avertit Percival qu'Ironseed veut juste le tuer. Ironseed devient de plus en plus agacé par Anne et finit par dire à Percival qu'il veut en finir avec lui. Ironseed utilise son attaque terrifiante en croix, mais Percival parvient à toutes les esquiver. Ses amis sont étonnés par sa vitesse. Mais Percival attribue ce pouvoir à leurs sentiments. Ironseed n'arrive pas à porter une seule attaque, et il réalise que c'est parce que son corps est encore un peu engourdi. Percival utilise alors le pouvoir de l'amitié et lâche de petites bombes Percival pour créer un écran de fumée. Percival essaie de donner un coup de poing, mais Ironseed peut facilement lire ses mouvements. Les choses deviennent vraiment dangereuses. Alors Percival se souvient comment Sin l'a averti de ne pas essayer de combattre Ironseed pour quelque raison que ce soit. Les autres soulignent que leurs mouvements sont limités tant qu'Ironseed est près du cercueil, donc ils doivent trouver comment l'en éloigner. Percival a une idée et fait appel à son fidèle ami, Dany. Percival se prépare pour une autre attaque, mais Ironseed lui rappelle qu'il n'a aucune chance de le vaincre. Percival sait bien qu'il ne peut pas le battre dans un combat, mais son objectif est autre. Ironseed est alors choqué lorsque Percival attaque le cercueil avec sa lame. Le cercueil se brise et Dany empêche un morceau de tomber, car tout ce qu'ils ont à faire est de garder un morceau loin d'Ironseed pour arrêter le rituel. Le casque d'Ironseed se désintègre et nous voyons pour la première fois le père indigne de Percival. Ce type à l'air maléfique explique à Percival qu'il n'a pas encore gagné. Tout ce qu'Ironseed devra faire, c'est mettre fin à sa vie, ainsi qu'à celle de tous ses amis, et réassembler le cercueil. Même si cette ville ne fournira pas les sacrifices dont il a besoin, la Bretagne en regorge. Ironseed se prépare à mettre fin à toute leur vie, mais un type habillé comme un trophée doré arrive pour l'arrêter. Sir Glimmersalot s'appelle en fait Mortlock, et Ironseed exige qu'il le laisse partir. Mortlock est un type assez décontracté et comprend à quel point Ironseed doit être frustré. Son rituel a été complètement chamboulé et il est obligé de ne pas laisser l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse s'échapper. Mortlock révèle que leur véritable problème est cette personne mystérieuse qui est apparue en ville. Ironseed a invoqué des monstres morts de haut niveau, mais ce type mystérieux les a tous éliminés instantanément. Mortlock craint que si une telle bête existe vraiment, alors elle doit sûrement être l'un des héros légendaires, les 7 péchés capitaux. Soit cela, soit quelqu'un avec autant de puissance de combat. Tout le monde est choqué d'entendre ces mots, et Ironseed convient qu'il vaudrait mieux qu'ils partent. Nos héros sont contents que tout soit fini, mais ils peuvent à peine bouger. Percival n'arrive pas à croire qu'il a failli mourir, mais les autres soulignent qu'il est effectivement mort pendant une seconde. Dany pense qu'ils ont bien combattu contre Ironseed, mais Anne rejette cette idée. Si Percival n'était pas revenu, ils seraient tous morts. Percival, toujours optimiste, explique qu'ils ont gagné parce qu'ils ont tous travaillé ensemble. Anne va saluer son père et reconnaît à quel point cela a dû être horrible pour lui de devoir obéir aux ordres d'Ironseed. Sin arrive peu après et tout le monde se demande qui Sin est envoyé pour les aider à sauver la ville. Ils espèrent tous que c'était l'un des 7 péchés capitaux, mais Sin révèle que c'était ses amis de la forêt. Anne peut dire qu'il ment, mais Percival le croit complètement. Percival déborde d'énergie et remarque que son manteau qui le faisait ressembler à un oiseau est redevenu normal. Nassance souligne que cela doit être sa magie qui l'a transformé, mais Percival a un sérieux TDAH et ne peut se concentrer sur rien. Tout le monde est content de voir que le gamin va bien, même après avoir dû combattre son propre père, et Percival s'en va pour s'occuper d'affaires très importantes. Quelque temps plus tard,
Lorsque Percival est tout seul, il commence à pleurer en pensant à quel point son père ressemble à son grand-père. Ailleurs, Ironseed est réprimandé pour son échec. Le roi Arthur est déçu, mais veut qu'Ironseed envoie un message à ceux qui l'ont vaincu. S'ils veulent détruire le roi, alors ils peuvent aller de l'avant et essayer. Arthur explique que c'était leur meilleure chance de détruire Linus, la plus grande force opposante du moment. Ironside ne cherche pas d'excuses et se prépare simplement à sa punition. Arthur le respecte beaucoup pour cela et n'hésite pas à infliger à ce type une quantité inimaginable de douleur. Arthur explique ensuite son objectif. Depuis les temps anciens, l'humanité a toujours été prise dans la guerre avec d'autres espèces et a beaucoup souffert à cause de cela. Le roi Arthur voulait créer une terre sans douleur, sans tristesse, et où personne n'est exposé à aucune sorte de menace. C'est pourquoi il a construit Camelot. Il souhaite libérer toute la Bretagne, mais entre les 7 péchés capitaux et ses nouveaux 4 chevaliers de l'Apocalypse, son souhait ne peut se réaliser. Ironseed a été torturé pendant toute cette conversation, et Arthur conclut en rappelant à Ironseed de ne pas échouer à nouveau. Arthur explique que personne dans ce monde ne le valorise plus que lui, et il libère Ironseed de la douleur sans fin. Ironseed est choqué que l'engourdissement qu'il ressentait ait disparu et Arthur souligne qu'il a retiré le poison que Nassance avait mis dans son corps. Ironseed jure de chercher Percival pour se venger, mais Arthur a une faveur encore plus importante à lui demander. Arthur explique qu'il continue de perdre des batailles parce que leur adversaire a la vision et il regarde Merlin pour obtenir son accord. La seule façon pour eux de connaître leur avenir est de l'intercepter. Leur adversaire s'attendra à ce qu'ils essaient de prendre la vision. Ce ne sera pas facile à obtenir, donc ce n'est pas la demande d'Arthur. Ironseed est alors choqué par sa véritable demande, qui est de chercher sa fiancée. De retour à Sistana, le père d'Anne remercie nos héros d'avoir sauvé leur ville. Les maisons détruites peuvent être reconstruites et ce qui est le plus important, c'est qu'ils n'ont perdu aucun citoyen. Sin dit à tout le monde que ses amis de la forêt prennent probablement leur petit déjeuner quelque part, mais tout le monde souhaite qu'ils leur disent qui est vraiment venu à la rescousse. Le père d'Anne révèle alors qu'il connaît Ironseed parce qu'Ironseed était un ami de sa femme. Ils étaient tous deux des chevaliers sacrés au service du roi Arthur, et sa femme n'a jamais eu de mauvaises choses à dire sur Ironseed. Elle l'a décrit comme un homme droit, s'efforçant constamment de faire le bien. Personne ne peut le croire puisque Ironseed est clairement un méchant de nos jours. Le père d'Anne a encore une demande à leur faire, mais il est interrompu par Anne qui commence à ressembler de plus en plus à Bulma de Dragon Ball Z. Elle est plus déterminée que jamais à devenir une sainte chevalière, mais combattre Ironseed lui a ouvert les yeux. Elle réalise seulement maintenant à quel point elle manque d'expérience et de puissance, alors elle veut partir à l'aventure. Anne veut devenir quelqu'un qui peut protéger ce qui lui tient à cœur, même si elle est seule. Son père refuse de la laisser voyager seule, mais notre garçon Percival intervient pour lui demander de venir avec eux. Cela convient à tout le monde. Alors Anne accepte de les accompagner. Son père a les larmes aux yeux car Anne a tant de similitudes avec sa mère, mais Anne fait remarquer qu'elle a ses sourcils. Ce n'est pas vraiment le cas et les deux se disent un adieu émouvant. Alors que leur voyage commence, Sin révèle qu'il n'a aucune idée de ce qu'Ironseed essaie de faire. Une chose est certaine cependant, c'est qu'Ironseed apparaîtra de nouveau devant eux un jour. Sin doit alors dire au jeune héros d'arrêter d'être si sombre après avoir réalisé que son père veut le tuer parce qu'il est l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse qui va détruire le monde. Sin déclare qu'il devrait concentrer cette énergie négative pour devenir plus fort, assez fort pour envoyer son père et le destin valser. Percival est réinspiré et déclare que tant qu'il est avec tout le monde, il a l'impression de pouvoir devenir la personne la plus forte qui ait jamais existé. Les autres prennent beaucoup d'avance sur lui, alors Percival se précipite pour rattraper tous ses amis. Anne semble penser qu'elle est le personnage principal alors qu'elle célèbre le début de sa quête glorieuse pour devenir un chevalier sacré. Danny interrompt sa petite fête pour lui rappeler que son père était censé leur fournir un moyen de transport pour avoir sauvé la ville. Donnie est assez contrarié car leur moyen de transport s'est avéré être un cheval à l'air un peu idiot. Anne le traite de grossier car ce cheval idiot appelé Sylvan est en fait son meilleur ami depuis l'enfance. Tout le monde commence à la plaindre car cela doit être difficile de se faire des amis quand on a la capacité de voir quand une personne ment. Percival aime toujours garder les choses positives et lui rappelle qu'ils sont tous amis maintenant. Percival essaie de jouer à un jeu pour voir si elle peut dire s'il ment, mais après avoir plaisanté sur les petites jambes du cheval, Percival se fait donner un coup de pied au visage. Tous les gars regrettent de ne pas avoir pris une charrette au lieu d'un simple cheval, mais Anne avertit qu'elle les laissera derrière s'ils continuent à se plaindre.
Quelques instants plus tard, c'est elle qui se plaint car son ami cheval est trop épuisé pour suivre les garçons. Sin soupire à propos du cheval décevant, mais Sylvain le réconforte pour voir s'il a un problème. Le petit renard n'est jamais du genre à édulcorer les choses et dit à Sylvain qu'il le transformera en brochette de cheval s'il continue à les ralentir. Tandis que Sylvain tremble de peur, Anne demande leur destination. Elle devient vraiment excitée après avoir entendu qu'ils se dirigent vers le royaume de Lyonis, parce que c'est la patrie des chevaliers sacrés les plus renommés de toute la Britannia. Plus important encore, leur souverain est le roi Méliodas, chef des 7 péchés capitaux. Percival ne les connaît pas, ce qui étonne tout le monde, et il se demande s'il a vécu sous une roche toute sa vie. Tout le monde explique que malgré leur réputation de traîtres au royaume, ce groupe a sauvé Lyonis d'innombrables fois. Ce sont des chevaliers sacrés qui ont vaincu le roi du clan des démons lors de la guerre sainte. Anne montre alors son grand trésor, une affiche de Méliodas, qui est un homme recherché. Admirer ce type lui fait réaliser qu'ils n'ont pas encore choisi de chef pour leur groupe. Notre garçon Percival n'a même jamais appris ce qu'est un chef, alors Anne explique que c'est quelqu'un qui unit l'équipe. Percival est clairement le plus fort parmi eux, mais elle pense qu'il est plus une mascotte, Naissance est plus une stratège, et elle ne voit Donnie que comme un appât. Il se fâche à juste titre, mais Anne détermine qu'elle est vraiment la seule candidate pour le poste de leader. Tout le monde accepte, mais Percival pense que Donnie devrait être le leader, puisqu'il était celui que tout le monde a remercié en quittant la ville. Anne est vraiment contrariée et demande si Donnie veut aussi devenir un saint chevalier, mais il le nie. Sin traite tout le monde d'idiot et leur dit qu'il est temps de discuter de leur plan. Pour atteindre Lyonis, ils doivent traverser la chaîne de montagnes de Delpher, donc ils se prépareront d'abord dans la ville la plus proche. Anne insiste pour qu'ils traversent les montagnes maintenant, mais Sin révèle que l'endroit est un royaume sombre. Presque personne ne survit à la traversée des montagnes. Elle cède et Percival est excité à l'idée de se diriger vers une vraie grande ville. Dans un bar de la ville de Kent, un type se saoule vraiment et un employé menace de le mettre dehors. Cependant, le patron craint cet homme et dit à ses hommes qu'ils sont des idiots s'ils ne le craignent pas aussi. C'est parce que cet homme est le grand chevalier sacré de Lyonis nommé Hauser. Donnie se souvient alors de l'époque où Hauser l'entraînait, lui et un autre garçon nommé Edlin, à se battre. Edlin était un meilleur combattant que Donnie et Hauser leur disaient toujours de ne jamais se retenir. Les jeunes garçons étaient ravis d'entendre que Hauser pensait qu'il s'améliorait, mais il leur expliqua qu'il fallait plus que des compétences à l'épée et de la magie pour devenir un saint chevalier. Tout dépend de la façon dont ils utilisent ce pouvoir, mais Hauser leur promit de leur enseigner cela aussi. Le groupe arrive enfin à la ville de Kent, mais elle ressemble plus à un fort étrange. En ville, Naessens se rend à une forge pour voir s'ils peuvent fabriquer des objets en verre car il a besoin de flacons pour des médicaments. Anne va faire du shopping pour des vêtements et Donnie trouve une taverne pour boire un verre. Percival entend des acclamations au loin et découvre que c'est un endroit où ils organisent une sorte de match de sumo. Sin est toujours à l'entrée et crie à son équipe car ils doivent d'abord trouver un endroit où rester. Ils finissent par trouver un endroit, mais Anne a tout leur argent car elle ne fait pas confiance aux hommes et à la bête pour le garder. Les garçons supposent tous qu'elle est aux toilettes, mais elle a en réalité juste fait du shopping. Anne a demandé de l'aide à ses subordonnés, mais Percival pense qu'elle veut dire qu'elle a besoin d'aide pour s'essuyer les fesses. Ils se demandent tous ce qu'elle faisait et elle leur rappelle qu'ils doivent être prêts à traverser les montagnes. Elle révèle qu'elle a acheté des provisions, mais ce n'est qu'un tas de vieilles choses mignonnes. Anne a aussi acheté des vêtements pour tout le monde et Sin devient furieux cependant, car il manque 20 pièces d'argent pour pouvoir se permettre l'auberge. Non seulement cela, mais Sin lui a donné 10 pièces d'or, assez pour meubler toute une maison. Sin la réprimande en disant qu'elle est une piètre excuse de leader, car ils devront camper pour la nuit à cause d'elle. Tout le monde est assez contrarié, mais notre garçon Percival adore camper. Anne se fâche maintenant et part récupérer leur argent, emmenant Percival avec elle. Les garçons vont boire un verre tandis que Sin va se promener. À la taverne, Donnie chasse le type qui se moque d'eux pour boire de la bière en plein jour, mais Donnie est choqué de découvrir que c'est Hauser. Hauser est complètement ivre et est déçu que Donnie ait abandonné l'entraînement des chevaliers sacrés pour devenir un artiste itinérant. Il se demande si boire fait partie du numéro de Donnie, mais Donnie explique qu'il prend juste une petite pause. Donnie dit à Naessens que Hauser est un chevalier sacré, mais aussi le frère de sa mère décédée. Ailleurs, le travailleur louche de tout à l'heure dit à son mystérieux patron que leur cible s'est divisée en 2 groupes. Il explique que Hauser parle à quelqu'un maintenant, mais qu'il va probablement s'évanouir bientôt. Ce type mystérieux semble avoir de mauvaises intentions car il dit à son sbire de faire passer un bon moment à leur cible. Ailleurs, le mini-cheval compatit avec Sin pour devoir emmener leur groupe jusqu'à Lyonis. Sin est assez stressé car il explique qu'il n'aurait jamais pensé que ce serait si difficile. De retour au match de sumo, la foule rugit alors qu'un nouveau champion a émergé. Le gain est énorme et nous voyons qu'Anne a gagné une grosse somme d'argent.
Tous les spectateurs sont stupéfaits car Percival vient de battre tous leurs concurrents les plus puissants. Percival fait toujours preuve d'un grand esprit sportif et remercie tous ses adversaires épuisés d'avoir joué avec lui. De retour à la taverne, Donnie demande à son oncle comment va son vieil ami Edlin. Hauser refuse de répondre car il ne parle pas aux lâches qui ont abandonné leur entraînement. Naïsan se demande ce qu'un grand saint chevalier comme lui fait là, mais il ne parle pas non plus aux amateurs. Donnie laisse accidentellement tomber le morceau du cercueil des ténèbres éternelles et le ramasse très décontracté. Hauser s'énerve vraiment à ce sujet et se demande où Donnie l'a volé. Donnie nie l'avoir volé, mais Hauser se souvient distinctement que Donnie volait des pièces dans son portefeuille. Hauser se demande si Donnie réalise même ce que c'est, mais Donnie sait en quelque sorte comment c'est censé sceller les démons. Hauser lui donne une bonne claque au visage et explique que si cela tombe entre de mauvaises mains, Lyonis sera anéanti. Hauser détermine qu'il était idiot de penser que Donnie pouvait être fiable. Ce type en rajoute vraiment et dit qu'un gamin aussi lâche que Donnie ne pourrait jamais protéger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Hauser est content que Donnie ait renoncé à devenir un chevalier sacré et il est certain que la mère de Donnie pleure au ciel. Naïsens prend sa défense, mais les autres membres du groupe font irruption. Donnie se précipite dehors et Hauser prend tout l'argent qu'Anna a gagné en pariant. Hauser suppose qu'ils sont ceux qui influencent Donnie. Mais Naïsens intervient pour exiger que Hauser rende tout. Naïsens traite Hauser d'ivrogne et Percival se demande si ce type a vraiment frappé Donnie. Percival devient vraiment en colère quand Hauser l'admet. Et tous les idiots ivres au bar s'excitent pour une bagarre. Hauser refuse de se battre avec un enfant, mais Naïsens a une autre façon de régler les choses. Notre ami Naïsens est fou car il propose un jeu d'alcool. Ils boiront chacun leur tour et la première personne qui tombe perd. Hauser est déjà un peu ivre, mais cela équilibre les choses étant donné que Naïsens est un enfant. Les deux commencent, mais Hauser déclare que personne ne l'a jamais battu en combat ou en boisson. Naïsens continue le match mais chuchote à Percival et Anne. Il explique qu'il y a quelque chose d'étrange dans toute la ville. Il pensait que ce n'était rien au début, mais il en est de plus en plus sûr à cause de plusieurs indices. Le magasin où Anne est allée avait des articles tous au même prix, bien que chaque article soit complètement différent. La forge vendait un tas de choses avec l'emblème royal. Ceux-ci sont ajoutés aux commandes spéciales, pas proposées à la vente régulière. Naïsens détermine que tout doit être volé, mais ce n'est pas tout. Il se demande si toutes ces personnes vivent vraiment là. Juste à ce moment-là, Anne et Percival s'évanouissent tous les deux. Hauser complimente Naïsens pour son esprit vif, mais malheureusement, il a tout compris trop tard. Le mystérieux type d'avant arrive et dit à Hauser qu'il a choisi le mauvais endroit pour prendre des vacances. Hauser est déçu de voir que les rumeurs étaient vraies et que cette personne est devenue le chef des bandits. Naïsens se demande qui il est et Hauser donne la réponse choquante. Cette personne est Edlin, son apprenti et l'ancien ami de Danny. Ces bandits ont pris le contrôle de la ville et attaquent tous les voyageurs qui passent par là. Ils ont pris toutes les armes de Hauser de son auberge, mais Hauser les traite tous de bande d'idiots. Ce type est fou car il n'a pas peur et leur fait remarquer que prendre les armes du grand saint chevalier Hauser n'est pas suffisant pour le battre. Naïsens est impressionné par le fait que Hauser n'a même pas bronché devant ces types. Et il est plus certain que jamais qu'il est le grand chevalier sacré de Léonis. Les bandits semblent terrifiés, mais Edlin révèle que Hauser a déjà perdu. Juste à ce moment-là, Hauser s'effondre de manière choquante. Edlin connaît très bien la quantité que Hauser peut boire, car il a dû le porter hors des bars de nombreuses fois. Les bandits prévoient de les vendre tous comme esclaves, mais Naïsens refuse cette idée avec assurance. Il crée une brume qui assomme tout le monde. Alors Edlin réalise qu'il utilise une sorte de magie. Naïsens veut juste récupérer ses amis et partir, mais Edlin révèle qu'il a pris le contrôle de Percival. Cependant, ce n'est qu'un tour, et Edlin assomme Naïsens. Ailleurs, Danny se reproche d'avoir fui Hauser et est choqué de voir Edlin. Edlin agit comme un gentil gars et révèle qu'il a coupé les ponts avec Hauser. Danny est choqué d'apprendre qu'Edlin a renoncé à son rêve de devenir chevalier sacré, et Edlin lui demande s'il veut faire équipe pour un travail bien rémunéré. Danny souligne que les chevaliers sacrés ne travaillent pas uniquement pour l'argent, mais Edlin réitère qu'il se moque des chevaliers sacrés. Edlin explique que tout ce que Danny doit faire, c'est se faire passer pour un habitant du village et dépouiller les voyageurs de leur argent et de leurs biens. Danny pense qu'il plaisante, mais Edlin est très sérieux et il révèle qu'il a un allié puissant de son côté. Danny rejette l'offre, choisissant d'aller retrouver ses amis à la place. Mais Edlin révèle qu'il a pris tous les compagnons de Danny. Edlin souligne que personne ne connaît mieux Danny que lui, mais ce type a fait une grave erreur car Danny s'énerve. Danny promet de faire regretter à Edlin toute sa vie s'il fait du mal à ses amis,
et lui dit qu'il a changé. Edlin utilise un sifflet fort pour appeler son allié terrifiant et explique qu'il n'a pas du tout changé, il a juste trouvé son destin. Ailleurs, les amis de Danny sont jetés dans une cellule. Les bandits stupides déterminent que le morceau de cercueil est une ordure et le jettent directement sur Percival. Les gardes partent, mais nous voyons que quelqu'un d'autre est là. Naessens espère que Danny se rendra compte qu'il manque, mais Hauser souligne que Danny est trop égoïste et qu'il ne viendra jamais. Juste à ce moment-là, le tavernier apparaît et commence à les libérer. Il est impressionné que Naessens soit encore debout après avoir bu autant, alors Naessens explique que son corps peut neutraliser n'importe quel poison qu'il ingère. Le gars les libère et rappelle à Hauser qu'il est son vieil ami nommé Tazu. Tazu essaie de ramener son vieil ami à la sobriété et explique que toute la ville sera bientôt détruite. Hauser suppose que ce sera à cause d'Edlin, mais Tazu révèle que c'est quelque chose de pire. Dehors, nous voyons à quel point l'allié d'Edlin est terrifiant, car c'est un dragon ancien. Edlin a d'une manière ou d'une autre apprivoisé cette bête, alors Danny s'enfuit aussi vite qu'il peut. Percival et Anne finissent par se réveiller, mais Anne ne comprend pas pourquoi Hauser est là avec eux. Elle conclut qu'il l'a enivrée pour la vendre, ou pire encore, qu'il prévoyait de faire quelque chose de terrible lui-même. Hauser explique qu'il n'aime pas les filles hideuses comme elle, mais Percival en a assez que Hauser insulte ses amis. Percival prévoit de lui faire payer d'avoir blessé leurs sentiments, mais Hauser explique qu'il disait juste la vérité. Percival le fait taire, mais Naessens l'arrête. Anne veut qu'il frappe à nouveau Hauser pour elle, mais Naessens révèle que Hauser est le grand chevalier sacré de Léonis. Cependant, ce grand chevalier sacré ne se sent pas très bien et vomit partout. Dehors, Edlin dit à ses sbires de capturer Danny, mais leur ordonne de ne pas lui faire de mal. Les bandits réalisent qu'ils ne veulent pas risquer de se blesser et décident de tuer Danny quand même. Edlin ordonne au dragon de retourner à son nid, mais il hésite. Nous voyons alors à quel point Edlin est maléfique, car il menace de blesser l'enfant à naître du dragon. Le dragon part et les hommes d'Edlin arrivent pour expliquer qu'ils n'ont pas pu trouver Danny. Edlin se demande s'ils sont aveugles, et nous voyons que Danny s'est caché. Les sinistres sbires préfèrent goûter à leurs prisonniers de toute façon, mais Edlin dit au bizarre de continuer à chercher Danny. Les sbires acceptent à contre-cœur, mais ils semblent avoir d'autres idées. Tazu raconte aux autres à quel point Edlin semblait perdu quand il l'a vu pour la première fois. Edlin a pris le contrôle d'un groupe de bandits, et les bandits ont souligné qu'Edlin les gouverne par la peur. Il n'est pas seulement fort, mais il a aussi du cran. Edlin est allé dans le nid du dragon tout seul et a même volé un œuf. Le dragon a obéi à tous les ordres d'Edlin depuis, et Tazu suppose que c'est parce que c'est le dernier œuf que le vieux dragon aura jamais. Naesson suppose que Hauser est venu là après avoir entendu des rumeurs sur Edlin, mais il dit à Naesson que cela ne le regarde pas. Naesson réalise que quelque chose ne va pas. L'œuf de dragon pourrait éclore à tout moment et cela ruinerait le plan d'Edlin. Naesson a tout à fait raison, alors Tazu révèle que l'œuf qu'Edlin transporte est faux. Hauser explique qu'Edlin utilise la magie de réplication. Il est capable de créer un faux parfait en termes d'apparence et de sensation. Naesson réalise que c'est ainsi qu'Edlin l'a trompé à la taverne. Taezu révèle que le dragon semble comprendre, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le découvre. Taezu veut que Hauser arrête Edlin, mais il pense qu'Edlin mérite ce qui lui arrive. Taezu avertit qu'Edlin ne doit pas seulement se méfier du dragon. Il y a aussi les bandits. Edlin ne les laisse pas faire de mal aux femmes ou aux enfants, et il laisse tout le monde partir à la fin. Les bandits en ont assez de lui, et Edlin n'est qu'un enfant perdu. Dehors, nous voyons que les bandits ont assommé Edlin. Il se réveille et découvre que les idiots de bandits prévoient de conquérir le monde en utilisant l'œuf de dragon. Ils refusent de le rendre, mais cela n'a pas vraiment d'importance car le dragon apparaît derrière eux et les bandits jettent l'œuf par peur. Il s'écrase devant Sin et la réplique est détruite. Le dragon enragé se déchaîne complètement et terrifie tout le monde. Donnie n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il devient assez clair que les choses deviennent dangereuses. Edlin essaie désespérément de se mettre à l'abri, mais le dragon le trouve et libère son souffle de feu. Sin peut sentir Percival, donc il veut aller vers lui, mais il se demande pourquoi les humains sont toujours ceux qui causent des problèmes. À l'intérieur, Hauser refuse obstinément d'aider, mais tout le monde entend un bruit étrange. Taezu trouve une porte cachée très mal placée et découvre une pièce contenant le véritable enfant du dragon. Ils sont surpris de voir qu'il a déjà éclos, mais il ne va clairement pas bien. Taezu explique qu'Edlin ne voulait tout simplement pas le rendre au dragon dans cet état, mais Anne souligne que c'est un scénario typique du méchant qui est en fait un gentil. Naesson détermine que le dragon ne tiendra pas plus de 3 jours dans cet état et lui donne des médicaments.
Sin arrive pour révéler qu'il n'a pas vu Donnie du tout. Hauser traite Donnie de lâche et suppose qu'il a simplement abandonné tous ses amis. Percival défend Donnie et dit à Hauser de donner à Donnie le morceau de cercueil quand il reviendra. Percival et Anne partent à sa recherche et Hauser se remémore un souvenir de son passé. C'était le jour où Donnie a arrêté l'entraînement et il était vraiment déprimé de ne pas avoir le genre de force magique que possède Hauser. Hauser a essayé de le convaincre de rester, mais Donnie a révélé qu'il ne veut vraiment pas mourir. C'est ainsi que Donnie est parti, donc Hauser est furieux à ce sujet. Dehors, le dragon continue de tout détruire. Edlin finit par tomber et se demande si c'est vraiment ainsi qu'il va mourir. Juste à ce moment-là, il est choqué en commençant à flotter et Donnie révèle que c'est lui qui le fait. Edlin conclut que rien de ce qu'il fait ne fonctionne jamais. Il a échoué en tant que héros et en tant que méchant. Donnie le surprend alors en révélant qu'il a renoncé à être un artiste et a décidé de reprendre l'entraînement de chevalier sacré. Edlin lui rappelle sa peur de la mort, mais Donnie explique qu'il a trouvé des amis pour lesquels il est prêt à risquer sa vie. Nous voyons que ses amis ressentent la même chose pour lui car Percival trouve Donnie. Donnie dit à Edlin de lui faire confiance et les deux sautent vers ses amis. Juste à ce moment-là, le dragon les repère et lance une attaque dévastatrice. Percival reconnaît que le dragon doit être contrarié après qu'on lui ait pris son œuf, mais nous voyons qu'il a utilisé son pouvoir unique pour protéger tout le monde. Percival dit au dragon qu'il a aussi des choses qu'il veut protéger et renvoie un feu vers le dragon. Le géant de Percival envoie une tonne de feu qui consume entièrement le dragon, mais lorsque l'attaque se termine, le dragon est étonnamment indemne. Un autre regard sur le passé montre encore plus d'entraînement, et il est clair qu'Edlin a toujours été le meilleur combattant. Hauser ne voulait jamais qu'il montre de la pitié, et Donnie s'enfuyait toujours pour sauver sa vie. Il a essayé une attaque surprise, mais bien sûr, cela a échoué comme tout le reste qu'il a essayé. Donnie se demandait s'il était vraiment fait pour l'entraînement, et Edlin était d'accord pour dire que Donnie n'avait pas de courage et fuyait toujours. Donnie pensait que son ami était trop dur, mais Edlin l'encourageait toujours à continuer d'essayer. De retour au présent, Percival est déterminé à arrêter le dragon, mais cette créature est féroce. Taizu craint que le sous-sol ne s'effondre bientôt, et le bébé dragon ne va pas bien. Il est trop faible pour ingérer des médicaments, alors Nesson espère que sa brume de guérison aidera. Saint dit au prétendu grand saint chevalier qu'il est une honte et qu'il n'a pas le droit de se dire le maître de Donnie. Hauser est choqué de voir que le petit renard peut parler, car il n'a jamais vu qu'un cochon parlant auparavant. Sin se demande si Hauser en veut à ses élèves de l'avoir trahi, ou s'il s'en veut à lui-même d'avoir échoué à les élever correctement. Saint le choque alors en révélant que Donnie a sauvé le morceau de cercueil du chevalier du chaos. Hauser n'arrive pas à croire que Donnie ait tenu tête à l'un des chevaliers sacrés d'Arthur, alors Sin lui raconte toute l'histoire de Donnie et de ses amis. Hauser pense qu'ils ne sont qu'une bande d'enfants, mais Sin explique qu'ils sont bien plus que cela. Sin révèle qu'il a trouvé Percival parce qu'il était en mission secrète pour le roi de Léonis. Hauser est alors vraiment à court de mots lorsque Sin révèle que Percival est l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Il explique que Percival est encore inexpérimenté et nous voyons à quel point c'est vrai lorsque le dragon le frappe. Quelque chose semble changer à l'intérieur de Hauser et il dit à Nesson de retirer l'alcool de son corps. Dehors, Percival dit à ses amis de partir, mais leur cheval ne peut transporter qu'une seule personne. Percival essaie d'attaquer avec ses mini Percival, mais cela ne fonctionne pas du tout. Le dragon porte un coup dévastateur à notre héros, mais heureusement, Edlin a en fait juste fait une copie de lui. Sylvain fait de son mieux pour emmener tout le monde hors de là, et Percival pense à quel point les dragons sont cool. Son grand-père lui racontait des histoires à leur sujet, et il est stupéfait de voir que ses attaques ne font même pas une égratignure à l'ancienne bête. Danny souhaite qu'il arrête de l'admirer, et Percival explique calmement qu'il n'a aucune chance de la vaincre. Le cheval stupide trébuche et ne peut pas aller plus loin. Le groupe n'a d'autre choix que de fuir, mais ils sont choqués lorsque Hauser apparaît devant eux. Un vent puissant souffle autour de Hauser et il reprend son arme volée. Edlin pense que Hauser devrait simplement fuir comme eux, mais Danny sait que son oncle ira bien. Hauser s'approche étonnamment du dragon et utilise une attaque de vent pour disperser complètement le souffle de feu du dragon. Tout le monde est choqué par cela, mais ils sont encore plus étonnés lorsque Hauser repousse le dragon avec son vent puissant. Danny dit à ses amis qu'il ne devrait pas être surpris et révèle que ce n'est même pas proche de la pleine puissance de Hauser. Le dragon essaie bêtement d'attaquer à nouveau, mais Hauser prend de la hauteur et utilise son attaque cyclone.
Cette attaque envoie le dragon dans les airs et Edlin se demande si Hauser a toujours été aussi fort. Danny révèle qu'il l'a toujours été, il n'a simplement jamais montré toute sa puissance devant eux. Il explique que Hauser a même combattu et vaincu un clan de démons il y a 16 ans. Hauser détruit complètement le dragon et tout le monde reconnaît qu'il est vraiment un chevalier sacré. Hauser est heureux de voir que ses disciples vont bien et Danny félicite son oncle pour sa victoire. Anne est émerveillée par ce qu'elle vient de voir et Percival n'en revient pas de la classe des chevaliers sacrés. Il est déterminé à en devenir un lui aussi et demande à Hauser de le laisser rejoindre. Percival fait de son mieux pour imiter Hauser et supplie à nouveau pour qu'il lui montre comment devenir un chevalier sacré. Percival est déterminé à devenir plus fort quoi qu'il arrive, mais Hauser explique qu'il y a de meilleures personnes pour l'enseigner. C'est alors que Naessens arrive avec le bébé dragon complètement guéri. Hauser dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter puisqu'il n'a pas complètement éliminé le dragon et que la famille du dragon est enfin réunie. Anne craint que le dragon n'attaque à nouveau la ville. Mais Hauser souligne qu'il s'est déchaîné uniquement parce que son enfant a été enlevé. Maintenant qu'ils sont réunis, il n'attaquera plus jamais. Hauser promet de s'occuper de tout à partir de là et tout le monde l'admire. Hauser empêche alors Edlin de partir, mais Edlin pense qu'il ne peut pas se racheter pour ce qu'il a fait. Edlin est prêt à être enfermé, mais Hauser essaie de lui faire entendre raison. Il souligne qu'Edlin était comme Danny et a abandonné quand il a commencé à penser qu'il ne pouvait pas devenir un chevalier sacré. Cependant, Hauser le choque en admettant qu'il est tout aussi pathétique. Un retour en arrière montre un entraînement difficile et Edlin a créé un clone de lui-même. Hauser a reconnu qu'Edlin est capable de faire un clone parfait, mais le problème est qu'il ne peut pas le faire bouger. Hauser l'a attaqué et a dit à Edlin que sa magie n'est pas adaptée au combat. Il lui a dit de ne pas se fier uniquement à la magie et d'affiner ses compétences. Edlin a cédé sous la pression et a eu l'impression de ne jamais pouvoir être à la hauteur des attentes de Hauser. De retour au présent, Hauser se blâme de ne pas avoir pu se rapprocher d'Edlin et il se considère comme un échec en tant que maître. Hauser a vu comment Edlin a aidé Danny et ses amis, alors il pense qu'il devrait recommencer l'entraînement. Edlin est d'accord et étreint son professeur. Hauser promet d'expier les péchés d'Edlin et s'excuse de l'avoir frappé. L'impressionnable Percival admire beaucoup ce type et fait de nouveau sa meilleure imitation de lui. Hauser s'excuse également auprès de Danny et Danny explique d'où vient sa peur de la mort. Sa mère lui a dit qu'il devait vivre pour eux deux, donc il n'a jamais pu risquer sa vie pour les gens. Les choses ont complètement changé maintenant, car il veut devenir un chevalier sacré qui vit pour ses amis. Danny explique qu'il ne pourra pas s'entraîner avec Edlin car il veut continuer son voyage. Mais ils sont tous deux d'accord pour poursuivre leur rêve de devenir chevalier sacré. Hauser est heureux de l'entendre et espère simplement qu'ils atteindront leur objectif avant qu'il ne prenne sa retraite. Hauser explique qu'avant de rendre le morceau de cercueil à Danny, il doit comprendre quelque chose d'important. Tant qu'il le garde, les forces d'Arthur le poursuivront sans relâche. Le morceau a le pouvoir de renverser le cours de toute la guerre contre eux. Hauser est alors choqué de voir que Danny est retourné à ses anciennes habitudes, car il se cache de terreur. Il n'en veut plus, alors Percival décide de le porter à la place. Hauser fait ensuite un peu de forge, car il pense que Percival a besoin d'une épée, puisqu'il est censé être l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Il attache une lame au morceau de cercueil et Percival ne pourrait pas être plus heureux. Hauser prévoit d'aider à réparer la ville, mais se demande si Sin a informé le roi de la découverte de Percival. Sin espérait d'abord éclaircir certaines choses, mais décide qu'il vaudrait mieux informer le roi au cas où. Sin part seul et se transforme étonnamment en humain. Il semble être une sorte d'archer et se prépare à tirer une flèche. Les autres se demandent où est passé Sin et sont choqués lorsqu'une flèche surgit de nulle part. Cette flèche parcourt une distance incroyable et se dirige vers Léonis. À Léonis, des gardes informent leur majesté que la réunion du jour est terminée. Ce type mystérieux invite les gardes à manger un repas dans son magasin, mais ils refusent avec crainte. Juste à ce moment-là, la flèche de Sin arrive et éclate, couvrant la zone de lumière. Les gardes sont stupéfaits et le jeune homme mystérieux reconnaît cela comme un signe que le chevalier prophétisé a été trouvé. De retour en ville, Percival dit au revoir et continue son voyage avec tous ses amis. Une nuit, Sin dit au groupe de se reposer car le lendemain sera très mouvementé. Ils sont tous trop excités pour dormir, alors Percival propose de parler de choses géniales comme choisir un nom pour son épée et son coup final. Malheureusement, ses amis ne partagent pas son enthousiasme et décident finalement de dormir. Au milieu de la nuit, Sin sent que quelqu'un l'appelle et il trouve une femme mystérieuse. Nous n'entendons pas le mot Sin peut et cette personne connaît d'une manière ou d'une autre le nom de Sin.
Sain se réveille de ce rêve, mais il se méfie de cet étrange marié. Le lendemain matin, tout le monde grimpe une montagne dans l'espoir de voir Léonis depuis le sommet, mais ils sont choqués de voir juste plus de montagnes. Sain révèle qu'il faudra 4 jours pour atteindre le côté de Léonis, donc ils ont encore beaucoup d'escalade à faire. Alors qu'ils avancent, Percival devient très sérieux et dit à tout le monde d'avancer, mais il s'avère qu'il a juste besoin de faire pipi. Danny aussi, mais il remarque quelque chose en utilisant des arbres comme urinoir. C'est un village apparemment accueillant, mais Anne trouve cela un peu effrayant. Sin peut sentir de la magie venant du village, mais les gars sont impatients de l'explorer. Juste au moment où ils se séparent, un homme apparaît pour leur dire qu'ils ne peuvent pas aller au village car c'est très dangereux. C'est trop tard cependant, car Percival et Danny s'y précipitent et traversent une sorte de barrière. Sin se précipite après eux, mais le type mystérieux dit aux autres de ne pas y aller car ils y seront coincés. Il révèle ensuite que ce n'est pas du tout un village, c'est un repère de monstres. Les garçons atteignent enfin le village et nous voyons qu'il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec ces gens. Danny ne remarque rien du tout et pense qu'ils sont juste très amicaux. Les garçons se présentent et Danny se demande s'il y a un bar où il peut aller. Un grand type costaud, ressemblant à un vieux sorcier, est le seul qui semble pouvoir parler, et il révèle qu'il n'y a pas de bar, mais qu'il brasse de la bière. De retour avec les autres, nous découvrons que le chasseur s'appelle Hard, et que son chien s'appelle Carrie. Hard patrouille dans la région pour que les voyageurs n'entrent pas dans ce soi-disant village. Il y a 10 ans, le village est pratiquement apparu de nulle part. Mais il n'a aucune idée d'où viennent les villageois. Nysens pense qu'ils ont l'air assez normaux, mais Hard révèle qu'il a vu quelque chose lui-même. Dès que ces gens quittent le village, ils redeviennent des monstres, et tout voyageur qui y entre n'est jamais revu. Notre groupe se précipite pour informer les autres, mais Hard les arrête car c'est trop dangereux. Ils ont déjà décidé d'aider leurs amis, alors ils demandent à Hard de leur dire tout ce qu'il sait. De retour au village, Donnie essaie de se saouler, mais la boisson a un goût étrange. Le vieil homme lui dit quand même de ne pas s'inquiéter et explique qu'elle a été inspirée par la bière de Britannia. Percival est aussi innocent que toujours et explique que voir tant de gens sourire lui donne envie de sourire en retour. C'est assez étrange qu'il ne parle pas, mais le vieux costaud explique qu'il ne parle tout simplement pas la langue. Percival ne croit pas qu'ils aient besoin de langue tant qu'ils comprennent le cœur des autres. Et Donnie est étonné par les paroles profondes de ce gamin. Pendant que les garçons discutent, le vieux Gandalf jette un regard suspect à l'épée de Percival. Juste à ce moment-là, Sin arrive et révèle au vieil homme qu'il sait qu'il les espionnait en utilisant un oiseau qu'il a vu plus tôt. Sin exige de savoir ce qu'il cherche, mais les garçons lui disent de se détendre, puisque tout le monde ici est si gentil. Le vieil homme semble reconnaître Sin, alors il veut lui parler seul. Les garçons se retrouvent à festoyer avec un repas au goût étrange, et ils ne peuvent s'empêcher d'en manger beaucoup. Ils n'ont pas mangé un vrai repas depuis un moment, alors ils se demandent où sont les autres. Les garçons n'en ont jamais assez, alors ils demandent plus de nourriture et de boissons. Un des villageois va chercher les affaires, mais nous découvrons que le grand type qui travaille dans la cuisine est vraiment bizarre. La chose qu'il a capturée est détruite et nous nous demandons ce que les garçons mangent. De retour chez Gandalf, il complimente Sin pour avoir découvert qui il est, mais nous voyons que Sin est inconscient. À l'extérieur du village, Hard fait remarquer qu'il y a un cercle de pierre autour du village. Les villageois ne quittent jamais ce cercle, car s'ils le font, ils se transforment en monstres. Le grand géant est l'ancien et il gronde quiconque essaie de partir. Hard révèle qu'ils devront détruire une pierre étrange au centre du village qui est appelée leur idole. Les villageois s'en occupent toujours, donc ils supposent que cela doit être important. Le plan est de la détruire et de sauver leurs amis pendant la confusion. Hard propose de créer une diversion pendant qu'il s'infiltre, mais Nysens s'inquiète qu'Hard soit en danger. Il se demande pourquoi il est si désireux de les aider et il révèle qu'il a une fille. Elle s'appelle Connie et quand elle était jeune, leur village a été attaqué par des monstres. C'est pourquoi il a accepté le travail de patrouiller la région et il prévoit de revoir sa fille une fois le travail terminé. Anne utilise ses capacités humaines de détection de mensonges pour déterminer qu'il n'a pas menti une seule fois, alors il décide de lui faire confiance. Il s'approche du village, mais Hard ne peut pas entrer de la même manière qu'eux, puisque les villageois sont à sa recherche. Notre groupe entre, mais la barrière repousse Hard pour une raison quelconque, et il leur souhaite bonne chance. Avec cette partie du plan en action, Hard se met au travail pour créer une diversion. Cela fonctionne, alors Anne et Nysens avancent, mais Anne ne peut s'empêcher de se plaindre des ennuis que les autres leur causent. Percival est le vrai fauteur de troubles, et c'est comme s'il n'avait pas une once de prudence en lui.
Anne pense que les chevaliers sacrés doivent être capables de prendre des décisions froides et calculées en toutes circonstances, mais Nightsense souligne qu'elle doit se concentrer sur leur mission. Anne est d'accord et révèle qu'elle va profiter de cette occasion pour montrer à tout le monde qu'elle est digne d'être leader. Juste à ce moment-là, ils entendent Donnie crier car il souffre énormément. Nightsense prend instantanément le rôle de leader pour dire à Anne d'aller vers l'idole pendant qu'il s'occupe de Donnie. La tête de Donnie est la source de toute la douleur et Nightsense est choqué de découvrir qu'ils sont entourés. Anne aperçoit alors Percival se faire battre, mais elle sait qu'elle ne peut pas se lancer dans le combat. Elle se ferait attraper comme les autres, donc elle doit se dépêcher d'atteindre l'idole avant tout. Anne l'atteint enfin et pense que si Ard a raison, au moment où elle détruira l'idole, le village sombrera dans le chaos. Elle attache Sylvan à l'idole et ils commencent à tirer. Cette chose est incroyablement lourde, mais elle jure de sauver tout le monde. De retour avec Percival, il est déterminé à ne pas abandonner, mais il est assez clair que ces gens étranges sont très forts. Les amis de Percival arrivent peu après et Donnie explique que Nightsense l'a aidé à se sentir mieux. Il s'est avéré que bien que la bière soit délicieuse, elle n'était pas bonne pour son corps. Nightsense se demande ce que fait Percival, et il révèle qu'il était en train d'enseigner à tout le monde un peu de sumo. Percival commence vraiment à s'entendre avec ses gars, mais la langue qu'il parle est complètement inconnue des autres. Percival, cependant, parle simplement la langue de ce monstre qui semble sortir tout droit d'un démon, et ses amis sont stupéfaits. Le nouvel ami de Percival explique que c'est la langue des démons, mais Percival ne peut même pas expliquer comment il la connaît. De retour avec Anne, elle a vraiment du mal à tirer l'idole. Elle détermine qu'elle ne pourra jamais devenir une sainte chevalière si elle n'arrive même pas à faire ça. Alors elle réessaie. Sylvain se motive aussi et la chose commence enfin à bouger. De retour avec le vieux, les villageois lui disent qu'ils ont pris goût à Percival. Juste à ce moment-là, il ressent quelque chose et se demande si leur appareil fonctionne mal. C'est en fait Anne et elle disent ce que Percival aime dire, à savoir écrase le mal et sauve les faibles. Cela s'avère être le dernier coup de pouce car l'idole s'effondre et les rochers autour du village explosent. Quelque chose arrive aussi aux villageois et Percival est choqué de voir que son nouveau copain Sumo est maintenant un démon. En fait, tous les villageois sont des démons. Et Ard remercie les enfants d'avoir brisé la barrière agaçante. Ard enlève alors son déguisement avec stupéfaction pour révéler qu'il est une sorte de chevalier et que son chien est en réalité un plus gros chien. Il déclare qu'il est temps de laisser tomber le marteau de sang sur les démons et de rendre la Bretagne à la race humaine. Anne s'enfuit de tous les monstres répugnants et est choquée de voir Percival porté par l'un d'eux. Elle exige qu'il libère ses amis, mais Percival révèle que c'est en fait son ami nommé Dolcemont. Le groupe n'a jamais vu un village comme celui-ci auparavant, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la façon dont Percival peut parler la langue des démons avec tant de naturel. Il se demande quel était le but de cet épisode, car détruire l'idole n'a fait que briser le sort qui les faisait paraître humains. Cependant, Gandalf arrive et explique que ce n'est pas tout ce que cela a fait. Détruire l'idole a également permis à l'ennemi de s'introduire parmi eux. Nightsense essaie d'expliquer à l'ancien qu'ils ne sont pas des ennemis, mais l'ancien ne parlait pas d'eux. Juste à ce moment-là, notre groupe entend la voix d'Ard, mais ils sont choqués de voir qu'elle provient d'une personne mystérieuse. Ard révèle qu'il est un chevalier sacré au service du roi Arthur, et que son vrai nom est Ardbeg. Il a attendu ce moment pendant longtemps et déclare qu'il va enfin éliminer le clan des démons. Nightsense est choqué que ces démons soient nés du même clan démoniaque qui a plongé toute la Bretagne dans la terreur pendant la guerre sainte. Percival révèle étonnamment qu'il le savait déjà, puisque son petit ami Dolcemont le lui a dit il y a un instant. Gandalf, sous stéroïdes, révèle que les démons de ce village sont en fait ceux qui ont continuellement refusé de combattre dans cette guerre. Ardbeg s'en moque complètement car il souligne qu'ils sont tous encore des démons et choque le vieil homme lorsqu'il sort une sorte de gemme. Cette gemme aspire tous les démons, et Ardbeg révèle qu'ils ont été scellés dans l'ambre des 4 archanges. Le petit Percival innocent se demande où est passé son ami Dolcemont, mais Ardbeg lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce type est assez délirant, car il assure à Percival que le démon qui a failli les écraser à mort est maintenant scellé. Ardbeg est cependant choqué lorsqu'il reconnaît que Percival a les cheveux verts et qu'ils sont en forme d'ailes d'oiseau. Encore plus surprenant est le morceau de dragon qu'il porte sur son dos et qu'il sait avoir été pris à Ironside. Ardbeg réalise rapidement que Percival est l'un des 4 chevaliers, mais Percival s'inquiète juste pour son ami et les autres démons. Ardbeg est furieux d'entendre Percival être si amical avec les démons et l'attaque. Il souligne que la façon dont Percival parle des démons montre clairement que la prophétie avait raison, il détruira vraiment le monde.
Ardbeg veut aider le roi Arthur à atteindre son objectif d'un monde idéal, alors il jure de mettre fin à la vie de Percival immédiatement. Anne le supplie d'arrêter d'attaquer son ami, mais Ardbeg leur dit de partir. Il refuse, bien sûr, et Nysens explique qu'un des compagnons chevaliers d'Ardbeg l'est blessé et que Percival les a sauvés. Percival exige que ce type lui donne l'ambre, mais il appelle son chien géant à la place. Carrie est une bête mystique censée venir du purgatoire, et Ardbeg lui ordonne d'éliminer Percival. D'un seul coup, la bête envoie Percival dans un autre code postal et prépare une autre attaque d'apparence folle. Percival parvient tout juste à l'esquiver et évite de devenir de la nourriture pour chien mystique. Nysens dit à Percival de viser les bois de la bête, mais son attaque ne fait presque aucun dégât. Ardbeg révèle que les cornes sont faites d'une matière que même l'acier ne peut pas couper, mais Percival fait de son mieux quand même. Malheureusement, il finit par être électrocuté, et Sylvain va se cacher quelque part. Le cheval stupide panique en voyant que Sin est mort, mais Sin se réveille et révèle que le vieux Gandalf lui a juste donné un bon long sommeil. Les choses commencent à devenir assez intenses à l'extérieur, et les amis de Percival peuvent dire que la bête se moque simplement de Percival. Ils réalisent que leurs capacités ne peuvent rien faire contre cette chose, mais Anne a une idée différente et fonce directement vers Ardbeg. Elle explique qu'elle est capable de détecter les mensonges et se demande comment il a réussi à la tromper. Ardbeg, cependant, affirme qu'il n'a pas dit un seul mensonge. Il est vraiment un chasseur, il chasse juste les démons maintenant. Il voulait vraiment les aider à sauver leurs amis, mais il n'avait jamais imaginé que l'un d'eux serait l'un des 4 chevaliers. Gandalf souligne que ce type n'est pas aussi bon qu'il essaie de le faire croire, car la barrière empêchait les personnes ayant de mauvaises intentions et une intention meurtrière d'entrer. Ardbeg montre son vrai visage en admettant qu'il a profité d'eux, et ils commencent à se battre. Anne déclare simplement qu'elle veut libérer les démons qu'il a scellés, mais Ardbeg pense qu'elle est ignorante, et explique la dévastation causée par la guerre sainte. Des enfants cherchant leurs parents dans un enfer, un père serrant son enfant carbonisé, et une mère tenant la main de son fils décédé alors qu'il est piégé dans les décombres. Ardbeg explique que les 4 chevaliers provoqueront une tragédie bien pire que même la guerre sainte, donc il n'hésitera pas à prendre la vie de Percival. Percival perd clairement le combat contre la bête, donc Sin est assez déçu. Percival explique que les cornes de la bête sont super résistantes, et que même son épée de dragon ou son épée magique ne peuvent les trancher. Sin lui donne l'idée assez évidente de les utiliser tous les deux en même temps, et ses pouvoirs croissent de façon exponentielle. Percival utilise ce nouveau pouvoir, et il tranche facilement l'une des cornes de la bête. Sin explique que les armes enchantées par la magie gagnent plus que les simples traits de la magie. Cela double, voire triple, également la force et la puissance de la lame. En plus de cela, si la magie utilisée est de type destructeur, elle peut augmenter presque 10 fois. La bête essaie toujours d'attaquer Percival, mais les choses sont différentes maintenant, et Percival tranche facilement son autre corne. Le gamin idiot célèbre un peu trop tôt cependant, et se fait manger par la bête. Les amis de Percival se précipitent vers lui, et maintenant que la bête a cessé de voler partout, Nysens est capable d'utiliser sa magie. Percival lutte pour ne pas se faire mâcher, mais heureusement le brouillard de Nysens assomme la bête. Percival est sauvé, alors il s'excuse de s'être emporté, mais Anne lui dit que ce n'est pas une plaisanterie. Le groupe tourne son attention vers Ardbeg, mais ce type est un vrai lâche et commence sa retraite stratégique. Percival rappelle à tout le monde qu'ils doivent récupérer l'ambre, mais Percival ne parvient pas à trouver le type. Gandalf explique qu'il se dirige probablement vers un endroit appelé la Grotte de Cristal, qui est une caverne près du village. Il se demande pourquoi Percival est si désireux d'aider les démons, et Percival explique que c'est simplement parce qu'il veut aider son ami Dolcemante. Le grand-père énergisé lui rappelle que ces démons font toujours partie d'un clan qui a entraîné l'humanité dans une guerre sanglante continue, mais Percival ne le voit pas de cette façon. Tout le monde est choqué et Percival fait une comparaison. Son grand-père a été tué par un humain, mais cela ne signifie pas qu'il déteste toute l'humanité. De plus, ce n'est pas parce que son père est un chevalier sacré maléfique qu'il a renoncé à devenir un bon chevalier. Percival étonne encore une fois tout le monde avec son positivisme, et explique que si vous êtes une bonne personne, peu importe que vous soyez humain ou démon. Gandalf sous stéroïdes laisse le reste à Percival et ses amis, mais il ne peut s'empêcher de penser à quel point le garçon est étrange. Cela a du sens pour lui cependant, car Percival est l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Sa vision de la prophétie est un peu différente, car il a entendu dire qu'ils sont censés répandre l'espoir dans le monde entier. Notre groupe arrive à la caverne, mais une étrange magie en émane, alors Sin les avertit de ne pas entrer précipitamment. Ils n'écoutent pas le petit renard et se précipitent à l'intérieur en discutant sur qui devrait être le chef de leur groupe. À l'intérieur, ils sont tous émerveillés par les cristaux qui les entourent. Percival avertit prudemment tout le monde de faire attention où ils vont, mais le gamin maladroit est le premier à être victime de leur environnement.
Après pas mal de marches, le passage commence à se rétrécir, alors Donnie appelle simplement le chevalier sacré. Anne le laisse prendre la tête avec toute sa confiance, mais il est en fait assez effrayé. Percival fait remarquer qu'Ardbeg était facilement le chevalier sacré le plus faible qu'il ait combattu jusqu'à présent, et les autres conviennent qu'il est un véritable amateur comparé à Ironside. Juste à ce moment-là, Ardbeg commence à leur parler, mais tous les échos des cristaux cachent sa position. Ardbeg révèle qu'il n'est pas du tout un combattant, et il faut un certain temps avant que sa magie ne fasse effet. C'est pourquoi il les a attirés dans ce labyrinthe. Notre groupe est toujours confiant de pouvoir vaincre ce chevalier sacré lâche, mais Ardbeg avertit que la situation pourrait bientôt se retourner. Percival exige simplement qu'il se montre, mais ses grandes paroles sont interrompues lorsque son casque semble grandir. Les vêtements des autres semblent également grandir, mais il réalise que quelque chose de plus sinistre se passe. Anne fait remarquer que Percival s'est transformé en bébé, et Donnie se demande ce qui est arrivé au gamin. Les autres réalisent rapidement que Percival n'est pas le seul, car ils sont tous devenus des tout petits. Ils commencent à perdre leur capacité à se tenir debout, et Percival ne peut que dire « Gougou gaga ». Ardbeg se révèle enfin maintenant qu'ils sont tous des bébés sans défense, et révèle que son pouvoir peut renvoyer tous les êtres vivants dans un rayon de 50 yards à leur forme infantile. Ça s'appelle Reverse. Et il souligne que la bataille est déjà terminée. Le groupe a du mal à former des mots correctement en disant à leurs jeunes membres qu'ils doivent partir, mais Donnie et Percival sont complètement inutiles. Anne ne comprend pas pourquoi ils ont été affectés bien plus qu'elle. Alors Ardbeg révèle que son pouvoir affecte les gens différemment. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'Anne régressera mentalement comme eux bientôt. Tous les bébés pleurent désespérément et Ardbeg détermine que c'est le moment parfait pour mener à bien sa mission. Il est en fait impressionné que Percival, même en tant que bébé, ne pleure jamais, mais il doit quand même mettre fin à sa vie. Ardbeg récupère d'abord le morceau de dragon, mais est surpris de voir que Percival ne veut tout simplement pas le lâcher. Percival le tient avec une sorte de super force, mais le lâche pour donner un coup de poing en plein visage d'Ardbeg. Ardbeg devient furieux, mais s'arrête un instant en remarquant à quel point le petit bébé potelé est moelleux. Anne attire son attention, alors il met Percival de côté pour la consoler. Ardbeg essaie d'expliquer qu'il essaie juste d'empêcher le monde de souffrir, comme pendant la guerre sainte, mais elle ne cesse de pleurer. La stupide capacité de ce type se retourne vraiment contre lui maintenant, car Anne commence à lui rappeler sa fille. Il avait l'habitude d'empêcher sa fille, Connie, de pleurer en faisant des grimaces, et elle jouait avec son nez ridicule. Cependant, ce souvenir réconfortant lui rappelle la tragédie inévitable qui a suivi. Leur village a été réduit en cendres par des démons, et Ardbeg ne pouvait que tenir les restes calcinés de sa fille dans ses mains avant qu'elle ne s'effrite. Ardbeg pleure maintenant de manière incontrôlable, mais il est choqué quand Anne essaie de le réconforter. Il est touché par sa gentillesse, mais Ardbeg a encore un travail à accomplir. Percival utilise une attaque sournoise dévastatrice pour éliminer Ardbeg, mais elle échoue, et Ardbeg n'en revient pas que même sous sa forme de bébé, il essaie de sauver Anne. Ardbeg assure à Percival qu'il sera le seul à mourir, car il promet de ne pas faire de mal aux autres. Cependant, à ce moment-là, le géant ancien arrive et souligne qu'Ardbeg n'a pas en lui de tuer ses enfants. Le vieux Gandalf a compris pourquoi Ardbeg a choisi de vivre dans cet endroit. Pour guérir les cicatrices de son cœur, il est venu dans cette grotte en s'accrochant à des rumeurs et à l'espoir. On dit que les cristaux possèdent une force mystique, donc cette grotte de cristal est l'endroit le plus proche de l'au-delà dans leur monde. L'ancien a déterminé qu'Ardbeg est là dans l'espoir de voir sa fille décédée. Ardbeg se demande comment ce vieil homme connaît sa fille, et lui dit qu'il se trompe. Il est juste là pour accomplir sa mission. Gandalf sous stéroïdes essaie de conclure un marché avec ce type s'il lui donne les enfants et l'ambre contenant les démons, mais Ardbeg refuse de l'écouter. Ardbeg est certain que ce vieux sorcier ne pourrait pas avoir quelque chose de suffisamment précieux à échanger pour qu'il rende tout, mais il en a. L'homme âgé propose étonnamment à Ardbeg de voir sa fille. Ardbeg se met en colère contre le vieil homme pour avoir essayé de le tromper, et il souligne que même après avoir été dans la grotte pendant 5 ans, il n'a toujours pas vu l'esprit de sa fille une seule fois. Ardbeg se demande qui est ce vieux sorcier de toute façon et souligne qu'il ne peut pas être humain puisqu'il n'a pas été affecté par son sortilège de réversion. Gandalf souligne alors comment Percival et ses amis avaient tous 16 ans. Il a également fallu environ 16 minutes pour qu'ils redeviennent des nourrissons, ce qui revient à 1 minute par an. Gandalf révèle alors de manière choquante pourquoi il est toujours vieux, et c'est parce qu'il faudra bien plus de 3000 minutes pour le rajeunir. Cela signifie que l'ancien a plus de 3000 ans, donc Ardbeg se demande à nouveau ce qu'est ce vieil homme. Le vieil homme Gandalf décide de simplement lui montrer, et commence à changer d'apparence de manière choquante. Ardbeg n'a aucune idée de ce qui se passe, alors le sorcier métamorphe explique qu'il fait partie des soi-disant ennemis jurés du roi Arthur.
Il est l'un des 7 péchés capitaux, le péché de la chèvre de la luxure, Gowther. Ardbeg est stupéfait de voir l'un des membres légendaires des 7 péchés capitaux et se demande pourquoi il se promène dans un village au milieu de nulle part. Gowther explique que sa raison est simple. Les démons vivant au village détestent la guerre et veulent juste vivre une vie paisible en Britannia, alors il les aide à trouver leur place en dehors du royaume des démons. Gowther révèle étonnamment qu'il a pris la braise et il explique certaines de ses capacités. En plus de pouvoir ériger la barrière, il a utilisé un sort pour se faire passer pour un vieil homme à quiconque se trouvant à 16 km de lui. Sans beaucoup d'options, Ardbeg panique et s'enfuit avec Percival et Anne. Il court pour sauver sa vie, certain qu'il n'a aucune chance de battre l'un des monstres des 7 péchés capitaux. Gowther le rattrape rapidement et un petit oiseau bruyant est surpris d'avoir trouvé quelqu'un avec un pouvoir magique si immense. La panique d'Ardbeg continue. Alors il menace de jeter le petit Percival de la montagne si Gowther s'approche davantage. Les bébés ne le prennent pas du tout au sérieux, mais Ardbeg promet de le faire. Gowther le stupéfie alors une fois de plus en sortant son propre bébé et dit à Ardbeg de ne pas faire quelque chose d'aussi terrible devant sa propre fille. Ardbeg est choqué de voir Connie, alors il pose Percival et Anne pour saluer sa fille. Gowther l'offre en cadeau, mais Ardbeg s'enrage. Il n'arrive pas à croire qu'elle est réelle, alors il traite Gowther de monstre pour jouer avec le cœur des gens. Ardbeg se met à pleurer en soulignant avec colère que sa vraie fille est morte il y a des années et que celle-ci devant lui n'est qu'un mirage. Ardbeg la prend dans ses bras et souligne à quel point elle semble et se sent réelle. Gowther explique qu'Ardbeg a raison et que cet enfant est une vision qu'il a créée à partir des souvenirs d'Ardbeg. Cette vision déclenche toujours ses souvenirs profonds pour sa fille, alors Ardbeg s'effondre et sanglote de manière incontrôlable. Quelque temps après, Ardbeg accepte d'annuler sa magie après leur retour dans la grotte. Il explique que le choc de perdre sa fille est ce qui a éveillé son pouvoir. Gowther lui dit de ne pas être trop dur avec lui-même puisque personne ne peut ramener les morts. Ardbeg révèle que juste au moment où il était au plus bas, le roi Arthur est apparu pour lui demander s'il voulait revoir sa fille. Ardbeg savait que ce qu'il disait était ridicule, mais quelque chose dans les yeux d'Arthur l'a poussé à devenir son chevalier. Leur but était de bannir les démons et de créer un monde pour l'humanité. Les yeux d'Ardbeg se sont enfin ouverts et il réalise maintenant que même si Arthur ramenait sa fille à la vie, qui sait si ce serait vraiment elle. Il est reconnaissant de pouvoir la voir une dernière fois, même si ce n'est qu'une image, et il remercie Gowther. Gowther dit que ce n'est pas un problème, mais il devient très sérieux lorsqu'il sent de fortes forces magiques approcher. 2 d'entre elles arriveront dans 3 et 8 secondes à partir de lui maintenant. Il discerne rapidement qui est leur cible et parvient juste à sauver Percival. La première attaque cause des dégâts massifs, mettant Gowther dans une situation difficile, donc Ardbeg doit l'aider. Il met la fausse Connie de côté pour sauver Anne de la prochaine attaque, mais cela a un coût élevé. Ardbeg dit à Anne de grandir pour devenir grande, et nous voyons que l'attaque l'a touché. Le grand oiseau observe tout et se demande où sont Percival et le péché. Une flèche abat l'oiseau stupide et nous voyons que Sin est arrivé. Il n'a pu entrer dans la grotte qu'après que Gowther a désactivé la barrière d'Ardbeg, alors il dit à Sin qu'il lui en doit une. Avec Ardbeg n'étant plus en vie, Gowther met fin à la vision de Connie et se prépare à identifier qui est leur attaquant. Il utilise de la magie et détermine que c'est un type nommé Tendu, le chevalier du chaos au service du roi Arthur, plus plusieurs autres à proximité. Gowther est très contrarié d'avoir été attaqué et sort son arc magique jumeau. À des kilomètres de là, nous trouvons Tambou, qui est moqué pour avoir manqué ses cibles. Les compagnons de Tambou sont contents qu'il ait au moins éliminé Ardbeg, mais cela ne suffit pas pour la personne plus sérieuse du groupe. Leurs vraies cibles sont toujours en vie et elles savent maintenant qu'elles sont chassées. Ironside et les autres chevaliers n'ont pas réussi à éliminer ses enfants, et c'est parce qu'ils les ont sous-estimés. Le porteur d'épée sérieux ne veut pas faire la même erreur, alors il décide qu'il est temps de partir car il est clair que le groupe de Percival se dirige vers Léonis. Juste à ce moment-là, un projectile magique volant sort de nulle part et il devient très clair qu'il vise Tambou. Tambou essaie de le contrer avec une lance, mais cela ne fait rien et le projectile magique semble simplement s'absorber dans son corps. Tambou suppose que c'était juste une feinte, alors il décide de tirer une flèche sur la personne qui les a attaqués. Cependant, il finit par lancer la flèche à travers son coéquipier. Les autres se demandent ce qu'il fait, alors Tambou explique que ce n'est pas lui qui le fait, quelque chose a pris le contrôle de son corps. Et il continue d'attaquer son équipe. Le porteur d'épée connaît bien cette capacité et sait instantanément que c'est la compétence de manipulation de volonté de Gowther ce péché. Ce type s'appelle Fidish et Tambou le supplie de faire quelque chose à propos de la situation. Fidish sait exactement quoi faire et coupe la tête de Tambou. Fidish utilise cela comme exemple pour montrer pourquoi ils ne peuvent pas sous-estimer leurs adversaires cette fois et réitère qu'ils doivent les éliminer immédiatement.
De retour à la grotte, Anne se réveille avec à peine des vêtements et gifle Percival simplement parce qu'il s'est réveillé près d'elle. Le groupe n'a aucune idée de ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient bébés et ils se demandent où est allé Hard. Ils supposent que puisque Percival est toujours en vie, Ardbeg a abandonné, mais Percival est plus préoccupé par l'endroit où se trouve l'ambre. Juste à ce moment-là, Gowther apparaît et révèle qu'il l'a. Le groupe est mis au courant de tout ce qui s'est passé et les démons sont libérés de l'ambre. Dolcemonte propose de laisser Percival emporter les cornes avec eux et explique qu'elles sont bonnes pour fabriquer des médicaments. Elles sont trop grandes pour être transportées, mais Nysens accepte volontiers d'en raser un peu pour ses expériences. À proximité, nous apprenons que Gowther a dit à tout le monde qu'Ardbeg était extrêmement heureux de voir la vision de sa fille. Il était si content qu'il a renoncé à ses mauvaises actions. Et est juste partie. Anne est le détecteur de mensonges humains, cependant, elle peut dire que Sin mentait sur l'une des choses qu'il leur a dites et elle exige de savoir laquelle c'était. Gowther explique que même s'il le lui disait, elle ne pourrait pas comprendre ses actions. Cela surprend Anne et il continue en disant que pour vraiment comprendre Ardbeg, elle devrait examiner ses souvenirs comme il l'a fait. Le problème est que c'est un souvenir très douloureux. Anne se souvient de la douleur qu'Ard a ressentie quand il lui a raconté ce qui est arrivé à sa fille, alors Anne demande à Gowther de lui parler un peu de ce qu'Ard était. Gowther peut voir qu'elle se soucie vraiment, alors il décide de lui montrer les souvenirs d'Ard et ce qui s'est réellement passé. La vérité est absolument dévastatrice, alors Anne fond en larmes car Ard a vécu une vie tragique et à la fin, il a donné sa vie pour la sauver. Heureusement pour Anne, elle n'est pas seule car ses amis arrivent pour la consoler. Ensuite, Percival et les autres quittent le village pour continuer leur voyage vers Léonis. Dolcemonte pense que Gowther devrait les accompagner, mais il ne peut pas. Gowther explique que, même s'ils sont chassés par les chevaliers sacrés du roi Arthur, son devoir de protéger ce village de démons est également important. Il dit à Dolcemonte de ne pas s'inquiéter car son ami Percival est un chevalier de l'Apocalypse et surmontera tous les défis qu'il rencontrera. Il admet cependant que Percival est encore un enfant dans son corps et son âme. Étant donné la dangerosité de ceux qui le chassent, les choses ne vont que devenir plus difficiles pour Percival. Gowther a un plan si le pire devait arriver, mais il se calme en réalisant qu'il s'inquiète trop. Le groupe continue son voyage et nous voyons qu'ils ont fait un joli petit mémorial pour Ardbeg et sa fille. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime si vous l'avez apprécié.